On commence à sortir de la boîte, j'entends la montée d'adrénaline. J'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Les images, c'est au ralenti en plus. Ton cerveau, il est en mode fight or flight. C'est vraiment instinctif. Moi, j'ai toutes les images du truc qui me reviennent en tête. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Famille. Donc je suis avec Edouard et cette fois-ci, comme notre mère pouvait pas être là non plus, on a fait venir notre petit frère, Cyprien. On s'est dit que comme c'était un podcast en famille, on pouvait inviter qui on voulait. Exactement, ce podcast, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on peut inviter qui on veut. Donc on a amené notre petit frère. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est une grande famille de 5 enfants. Donc on est 4 frères et une sœur, et peut-être qu'un jour on fera un podcast tous ensemble. Grave. Avant le podcast, je me suis dit, imagine, on amène le padré. Et je me suis dit exactement la même chose et ça peut être un vrai délire. Non, ça serait énorme. On serait à 7 autour de la table et on c'est un beau concept en vrai. C'est un bon on se concept, disait, vas-y, qu'est-ce qui ferait que ça soit un peu différent et tout? En famille, genre en vraiment famille, en famille en fait. Mais tu sais que je me suis dit, ça, on pourrait faire des podcasts où en fait on invite les gens dans notre famille. Ah, ça serait ouf, ça. Tu vois ou pas? Et tu passes un week-end, tu sais, genre un peu à la, tu sais, ils font un dimanche à la campagne, une parenthèse inattendue où ils passent un week-end ensemble, tu sais, ils prennent des célébrités, ils les filment pendant 24 heures. Là, justement, on pourrait inviter quelqu'un juste dans notre famille. Ah, ça serait énorme. La vraie télé-réalité. En vrai, ça serait marrant. Tu vois, tu manges ensemble, tu fais les apéros ensemble. Ça pourrait être très rigolo. Un concept. Exactement. Okay. Donc, voilà, cette fois-ci, vous allez juste voir Cyprien, qui a, à chaque fois, j'oublie ton âge, Cyprien, mais je crois que tu as quand même 19 ans. Oui, c'est ça, exactement. Dans ma tête, il a 14 ans, il aura toute sa vie 14 ans. Et je sais pas si vous voyez, papa, tu sais, il oublie tout le temps les âges. Du coup, il retient que la date de naissance. Oui, tu sais, il retient l'année et à chaque fois. Il la connaît bien quand même. Il la connaît bien. Il la connaît bien. Ouais. Et quand j'étais petit, ça me marquait et il disait toujours, non, mais là, ça change tout le temps, là. Ah, c'est vrai de fou. Donc voilà, Cyprien, 19 ans, qui est avec nous. Donc j'ai préparé quelques petites questions qui peuvent être pas mal. Et d'ailleurs, du coup, je me suis dit que la première question à laquelle on pouvait répondre, c'est que on parle souvent de notre mère, mais je me suis dit que cette fois, on allait pouvoir commencer par notre père. Et donc la question c'est si vous deviez choisir une qualité de notre père, qui nous inspire, laquelle est-ce que ce serait et en quoi est-ce que ça a influencé notre développement? Vas-y, c'est alors moi, ce qui m'est venu directement en tête, c'est vraiment que ses paroles suivent ses actes. C'est-à-dire qu'il est vraiment extrêmement droit. Et moi, en vrai, j'ai jamais rencontré une personne aussi droite de ma vie, je pense. Enfin, genre, c'est limite tiré à l'extrême. Genre, vraiment, il y a pas plus extrême. Il est droit et c'est vachement sécurisant. C'est vrai que c'est tu sais, en anglais, on dit le ratio hyper élevé de, genre, il dit, il fait, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et c'est le high say do ratio, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'avec notre père, c'est très impressionnant, je pense, hein. C'était vraiment son langage de l'amour comparé à notre mère. Ouais. Et c'est vrai, quand il dit un truc, ça dérange pas la règle. Et moi, du coup, je pense qu'en vrai, ça nous a pas mal influencé quand même dans la boîte, tu vois. Moi, je me dis, quand on dit un truc, on le fait. Après, on peut changer d'avis, tu vois, sur le long terme, sur genre le planning long terme, mais genre, habituellement quand même, quand on dit qu'on va le faire, on le fait quand même. En vrai, je dirais, ça rejoint un peu la discipline quand même. Ouais, la discipline. Genre, pour moi, pour le sport en tout cas, genre vraiment, je sais pas, le fait qu'il m'ait emmené genre à tous mes entraînements, toute sa vie et toute ma vie. Franchement, ça montre vraiment un bel exemple de droiture et genre, c'est une belle discipline. C'est vrai que souvent, on se demandait. Tu le fais quand même. On se demandait genre d'où ça pouvait venir de cette discipline un peu. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, peut-être ça me vient de là, tu vois. Et la fiabilité aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est ultra fiable. Ouais. Et c'est qu'avec maman, ils sont très très différents. Donc, qui est très extraverti, beaucoup très très chaleureuse. Et souvent les gens, c'est vrai qu'ils sont surpris quand ils les voient ensemble. Et tu sais, nos amis, ils avaient limite peur de notre père. Parce qu'il est beaucoup plus. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Tu sais, genre ils arrivent dans l'appart et tout, ils disent bon, t'es sûr que je vais lui dire bonjour quand même. Ça va pas le déranger. C'était ça aussi, c'était ça. Et c'est vrai la fiabilité. Et je pense lui aussi son langage de l'amour. Tu sais, il y a je sais plus, il y a les 5 langages et il y en a un qui est les actes. Ouais, c'est ça. Et lui, c'était quand même vraiment par les actes. Donc, je pense que ça, c'est vrai que ça a beaucoup et surtout jamais très fiable et très droit. Pas faire des trucs bizarres, tu vois. Ouais, pas faire des trucs bizarres.
Parce qu'en fait, du coup, pour moi, tu vois, un homme, genre, il était comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la plupart des mecs, ils sont pas comme ça. Pas du tout comme ça. Hein. Ouais. Mais genre, tu sais, même genre dans la boîte et tout, tu vois, genre parfois tu fais, mais attends, mec, genre assume, vas-y quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont pas comme ça. C'est vrai qu'on a eu un bon rôle modèle en tant que père. Ça, tu vois. Ça, c'était vachement bien. Ouais. Et aussi très droit, même, je pense, dans son couple, tu vois. Nous, on n'a jamais pu s'imaginer... Ouais, qu'il aille faire des dingueries. Qu'il aille faire des dingueries et tout. Ça arrive même pas dans la tête, tu vois. Et c'est vrai que c'est des bons exemples, quand même. Ouais, ça. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance, et c'est vrai que quand t'es petit, tu t'en rends pas compte, mais plus tu grandis, plus tu te rends compte à quel point les gens, ils peuvent être bancals. Ouais, de fou. Tu fais, mais, genre, c'est vrai que du coup, ça choque d'autant plus quand t'as eu un modèle, comme notre père. Ouais, ça, je pense, grosse force. Ouais. Et du coup, si on devait dire, par exemple, pour notre mère, qu'est-ce que ce serait la qualité qui vous a inspiré? C'est la qualité qui vous a le plus inspiré, et comment elle a influencé votre développement? Je sais pas, moi je dirais le fait qu'elle soit extrêmement chaleureuse et tout le temps très souriante. Et genre quand elle arrive vers des gens qu'elle connaît pas, son premier réflexe c'est de sourire, tu vois. Et d'arriver avec le sourire, je trouve que c'est une énorme qualité, parce que l'échange avec la personne avec qui tu parles, forcément, tu vois, il peut que aller dans le bon sens. Enfin, je pense. C'est vrai. Et ça, moi, j'aimerais bien être plus comme ça, limite. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais vous êtes pas mal comme ça, quand même. Ça va, j'y arrive. Mais t'es maman, genre, je sais pas, elle arrive dans une pièce, elle va... Mais elle a plein d'énergie à donner. Etc., tu vois, je suis voilà. Tranquillement. Ouais, c'est vrai que maman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Et même, tu sais, quand on voit comment elle accueille ses patients, toujours. Impressionnant. Toi, bienvenue jusqu'à moi, avec un smile genre énorme, tu vois. Ouais, c'est impressionnant. Et du coup, elle a le contact super facile avec les gens. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on l'a moins pris. Il y en a aucun de nous 5, je pense. Ouais, qui l'a pris. Autant, tu vois. Non, franchement, je pense pas. Hein. Franchement. Mais après, tu vois, finalement, on est quand même un bon mix, tu vois, parce qu'on arrive à être discipliné comme notre père, tu vois, bien droit et tout, mais quand même assez agréable avec les gens. On est facile quand même. Hein, ça va, on n'est pas des ogres. Hein. Je trouve que. Non, mais en plus, ce qui est marrant et ce qu'on découvre un petit peu maintenant, c'est que quand même, du coup, les gens vont se faire une certaine image de notre père, alors, sachant que son métier c'est quand même commercial à la base. C'est ça qui est incroyable. Et du coup, je pense que ce dont on se rend compte et ce que maman dit, c'est qu'il était super différent de comment il était avec ses collègues et ses clients, je pense, de comment il est avec. Après, moi, j'avoue que je me rendais pas compte parce que je savais pas ce qu'il faisait comme métier. Vraiment, je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est vrai qu'on savait pas trop, tu sais. Mais ouais, moi, à chaque fois, même déjà quand j'étais petit, à chaque fois qu'on lui demandait, il disait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est vrai. Mais par contre, tu parlais jamais sur taf, tu vois. Ça, c'est vrai que c'était un super truc aussi. Ouais, c'était un bon truc, ça, je pense. C'est qu'il s'est jamais plaint de son taf. Jamais. J'en parlais jamais, en fait. Ouais. Il a jamais dit à mon boss, blablabla, etc. Et on l'a beaucoup vu aussi à la maison, quand même. Comme il avait son bureau. Ouais, mais carrément. C'est vrai que du coup, quand t'as tes enfants, est-ce que tu parles de ton travail ou pas, en fait? Tu vois, Moi, je pense que tu peux en parler, mais pas t'en plaindre. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça, c'est pas... Parce que nous, on en parle tout le temps. Oui, tout le temps. Mais bon, après, ça fait partie du truc. Mais après, je sais pas, quand t'as ta famille et tout, est-ce que t'en parles tant que ça ou pas? Ah, je sais pas. Tant que c'est en bien, moi, je dirais que c'est pas très grave. Tant que c'est en bien et tout, c'est stylé. Ouais. Donc non, je pense que c'est aussi, maman, je dirais l'amour des autres. Ouais. Tu vois, l'amour des autres est aussi un truc qui m'a marqué quand on était petit. Mais tu sais, c'était de jamais se moquer des autres. Ah ouais, ça c'est vrai. C'était vraiment gentil avec les autres et tout. Avec les enfants différents beaucoup aussi. Ouais, accepter les différences des autres. Il y avait un enfant qui était trop chelou, c'était mon pote. Moi aussi. C'est vrai que, mais Sip souvent, Sip aussi, pas mal. Moi j'ai ramené des potes un peu de tout horizon. De tout horizon, moi je me souviens des enfants qui étaient différents et tout. Du coup, peut-être genre ta maman elle a dit non, faut être gentil avec lui. Mais ce qui est bien, tu vois, je trouve que c'est une super valeur quand même. Ouais. Pas du tout discriminant et tout. Non, belle valeur, ça. Hein. Ouais. Et du coup, j'étais vachement choqué quand les autres se moquaient des autres. Ouais. Donc, je pense que ça, l'amour des autres, le respect, les choses comme ça, qui vont avec, ça, c'était vachement bien. Et à votre avis, alors c'est vrai que les gens ils sont souvent surpris de nous voir parce qu'on est 5 et on est très très proches. Et c'est vrai que les gens ils nous voient surtout beaucoup Edouard et moi. Et du coup, ils se disent, mais les autres, comment ils sont? Et en fait, ils sont souvent surpris d'apprendre qu'on est tous très, très proches quand même. Ouais. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait
qu'on est aussi proche et qu'on s'entend aussi bien? Moi, je pense en vrai, c'est parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. Hein. Genre, tu sais, dans notre enfance et tout, on était quand même tout le temps ensemble, tout le temps à faire du sport. Grosse place du sport quand même dans notre relation, tu vois. Et je trouve, en fait, genre, limite, tu vois, avec toi, quand on fait le sport, tu vois, mais on fait le business avec Val, du coup, on va plus faire le sport. Tu vois ou pas un peu, genre, il y a des moments de partage différents. Il y a des moments de partage différents avec Jacques. C'est le basket et le foot. Un peu de Fortnite. Un peu de Fortnite aussi. On peut pas trop en parler non plus, Jacques. Un petit peu quand même. Un petit peu aussi. Après, un truc qui était très marrant, moi, j'aimais bien, tu sais, quand on était 4 et qu'on arrivait sur les terrains de basket, et en fait, t'as ta team. Tellement stylé, ça. Ça, c'est incroyable. Ça, je pense, c'est le rêve, mais de plein d'enfants. Tu sais, genre d'arriver avec ses frères et tu fais, en fait, j'ai déjà ma team. En fait, j'ai mon équipe. J'ai gagné toute l'après-midi, donc c'est fini. Tu sais, même quand on va jouer au foot, et parce qu'on se ressemble pas forcément beaucoup physiquement. Et du coup, les gens, ils sont trop surpris de se dire, mais vous êtes frères. Déjà, quand on est 2 frères, les gens, ils sont surpris. 3 frères, alors 4 frères. Et des fois, genre, quand on faisait les parties de foot avec nos cousins. Ah ouais, non, mais alors là. Et genre là, t'arrives, t'as ta team, t'es à 10. Ça, et tu sais, à la fin, c'était les gens, ils voulaient qu'on arrête de se mettre ensemble parce que on gagnait trop tout le temps, tu vois. Forcément, tu te connais bien, tu sais, tes frères, etc. On est tous assez compétitifs, assez forts dans les sports, quand même. Ça se donnait bien. C'était marrant, quand même, ces scènes, on allait prendre des gagnes. En plus, c'est un peu la banlieue, quand même, là-bas. Tu vois, c'est un peu la cité, tu vois. Donc, 4 grands blancs qui arrivent comme ça. Qui arrivent comme ça. Tu dis, ouais, je peux jouer avec vous. Non, mais attends, en plus, ça me fait trop rire parce que c'est vrai que quand on va jouer au foot sur ces terrains où c'est plus des terrains de cité, et du coup, alors déjà, il va arriver des blancs. En vrai, c'est vrai que ça arrive jamais. En plus, après, il va arriver Doudou, grand blond aux yeux bleus. Attention, ça, c'était énorme. Et le truc, ce qui s'est fait, c'est que Cyprien, toi, t'es trop fort en foot. Et du coup, Cyprien, il met la misère à tout le monde. Et genre, une fois, je sais pas si vous vous souvenez, quand on commence à jouer, les mecs, du coup, on commence à gagner et ça les tend. Et ils avaient dit à Doudou, ils nous avaient dit à tous les 3, retournez jouer au tennis. C'était énorme. Non, on va retourner jouer au tennis. C'était comme ça, vraiment, c'était incroyable. Mais sympa quand même, les mecs, souvent, parce qu'ils nous laissent jouer déjà, en vrai, tu vois. Ils pourraient ne pas nous laisser jouer et tout, et non, c'était bon moment, ça, en vrai. Hein. Ouais. Donc non, je pense que ça, les moments de partage, c'est vrai que c'est important. Ce qu'on disait aussi dans un autre podcast, le fait d'être, le nombre de repas ensemble. Ouais, ça, c'était vraiment stylé. Tu sais, t'avais fait ça pour, c'était quoi, c'est l'anniversaire de maman, non? Ouais. Peut-être tu lui avais fait un discours. Ouais. Parce que pour les anniversaires, c'était Quentin qui s'y connaît au discours. Il y avait un peu de plume. Qu'est-ce qu'il y a de la plume? C'est Quentin. C'est le camp. Il y va. Parce que vraiment, elle est fan des discours. Ah, ça, elle adore ça. Les petits mots. Elle adore ça. Elle préfère le petit mot que le cadeau. Hein. Ah, carrément. Mais 100%. Mais 100%. Un discours bien huilé, elle kiffe. Alors que le cadeau, elle s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc que je me souviens une fois, et j'en avais parlé dans un des discours, j'avais vu un TED Talks où le mec, il disait, les 7 c'est pas trait de personnalité, mais les 7 choses qui font que quelqu'un va être successful. Et du coup, il avait étudié toutes les personnes les plus successful du monde. Et en fait, il avait pris 7 critères. Et il disait, parmi ces critères, il y a un critère dont on parle jamais, mais qui est peut-être le plus important, c'était la famille. Et en fait, la famille dont tu viens, si elle a été soutenante ou pas, et ben ça, c'est un des plus gros indicateurs de ton succès. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance, quand même, d'avoir des parents qui étaient ultra soutenants. Ouais, toujours. Ouais, ça a vraiment stylé. Et après, du coup, t'avais enchaîné sur genre le nombre de repas et tout. Vous avez pas fait des études par rapport à ça? Si, il y a une étude qui avait été faite, pareil, où en fait, ton succès, en fait, plus que déterminé par ton milieu social ou si tes parents sont riches ou pas riches, c'est déterminé par le nombre de repas que tu prends en famille. Ouais, c'est énorme. Et nous, c'était une condition, mais sine qua non, quoi. Tous les soirs. Ouais. Le midi, ça dépendait parce que vous étiez un peu plus grand. Mais tous les soirs, sinon, on était tout le temps tous ensemble. Le repas. Et après, regarder la télé aussi. C'est vrai. En vrai. Ouais, c'est vrai que c'était on regardait quand même beaucoup de films tous ensemble à 7 devant la télé quand même. Ouais. Donc ça en fait des heures passantes. Mais en plus, c'était sans que ça soit imposé. C'était pas une règle de posez vos téléphones, maintenant c'est dîner tous ensemble. C'est vrai que ça arrivait jamais que ce soit chacun dans sa chambre après. Ça arrivait jamais. Ouais. Même quelqu'un qui voulait être sur son ordi, il était dans le salon. Il était dans le salon avec nous. Moi, je pense en vrai, ça fait des diffs, ça. Ah, mais c'est sûr, ça fait énorme. Alors que moi, tous mes potes et tout, après, c'était genre, on mange ensemble, mais chacun va dans sa chambre un peu faire ses bails et tout, tu vois. Et en vrai, c'est peut-être dans ces moments-là où genre, il se passe des petites dingueries, tu vois, parce que les gens, les jeunes, ils sont dans leur chambre, tout seuls, etc.
Dinguerie, hein. Les réseaux sociaux. Les réseaux Voilà, sociaux. on y vient. Que ça n'existait pas. Hein. Alors que c'est vrai que tout le monde qui était dans le salon, c'était vraiment cool. C'était une belle époque, ça. Ouais, ça, c'était sympa. Et un truc aussi, je pense que qu'ils ont bien fait, c'est de réussir à faire, je pense que c'était ça, vraiment pas facile, de réussir à faire en sorte que chacun trouve sa place. Ouais, tu vois. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment pas évident, surtout pour un petit Cypri qui arrive derrière. Qui arrive derrière des grands qui prennent beaucoup de place. Des grands qui prennent beaucoup de place. Et c'est vrai que, après, je pense que du coup, ça doit faire partie de tes grandes qualités de savoir écouter. Mais, je pensais à ça la dernière fois. Bah oui, c'est vrai que j'ai une très bonne écoute. Ah, ça, je sais faire, ça. C'est ça pendant 15 ans. Bah ouais, parce que t'arrives, t'es le petit dernier, genre, combien, on a 13 ans d'écart, quand même. Ouais. Donc, t'imagines 13 ans d'écart, 14 ans d'écart avec Audrey. Donc, t'arrives avec des gants quand t'es à table. Bah, t'es le petit dernier. Bah, qu'est-ce que tu racontes de ta journée? Bah, moi, j'ai joué au Playmobil cet après-midi, tu sais, tu vas pas prendre la parole comme ça dans le dîner, genre. Ah, c'est vrai que du coup, tu participes pas, bah après, moi aussi, je participais pas tant que ça, c'était plutôt les grands. Non, mais en plus, t'arrives à la période de l'adolescence. Ah ouais, non. Où, du coup, enfin, moi, j'ai pas fait de crise d'ado, mais bon, c'était pas le cas de tout le monde. Sans vouloir les mettre dans la sauce. Et du coup, c'est vrai que c'était pas facile. Donc, je pense que ça, ils ont bien réussi à faire en sorte que chacun trouve sa place. Ouais, ça, c'est un gros truc. Ouais. Et aussi que, je sais pas, de réussir à faire en sorte qu'il crée pas de tension, il y ait pas de tension inutile. Ouais, grave. Mais je crois qu'on s'est jamais tendu, en vrai, hein. Ouais, non, franchement, je pense. Un souvenir, tu vois, Moi, j'aime. Je pense que après, maman, elle disait tout le temps, c'est parce que toi, t'étais tellement plus grand et costaud que Cypri. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'il y avait ça, on me l'a rabâché, hein. On me l'a rabâché. Maman, elle disait tout le temps, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Bah ouais. Elle disait ça. C'est vraiment l'expression, là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le petit Cypri face à un gros dodou comme ça, là. C'était tellement ça. C'est vrai que même, peut-être parce que petit, tu peux un peu te chamailler et tout, mais non. Ouais. Mais je pense que c'est la différence d'âge, ça a beaucoup joué. Moi, avec Val, je me suis beaucoup battu, hein. Quand vous étiez petit. Ouais, quand on était petit. Après, quand vous étiez grand, moi, je me souviens une seule fois pour une querelle d'ordinateur. Quand on était à Pourcent-Vincent, là. Ah, c'est la dernière fois qu'on s'est... C'était la dernière fois que vous êtes battu. Ouais, et le padré était monté, hein. Oh là là. Je pense que c'est vraiment, en plus, après, il nous avait raconté, il nous avait entendu. Tu sais, genre, papa et maman nous avaient entendu tout en bas. Et du coup, elle avait dit, je pense qu'il faut que tu montes, tu vois. Et du coup, elle l'avait envoyé et il était arrivé. Après, on s'était repris avec Val, mais il nous a même pas engueulé, hein. Il nous avait, tu vois, genre, il dit quoi, genre, c'est quoi? Il dit en un mot, genre. Bah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Tu sais, il est en mode dernier rempart. C'est vraiment, bon, allez, ramener le Gilou, là. Ça y est, on a marre. On fait monter le Gilou. Donc, je pense que c'est la dernière fois que c'est arrivé que vraiment, en plus, ce soit un peu, mais ça a duré en plus vraiment, pas longtemps, tu vois. Ouais. Mais ouais, en plus, pour des trucs un peu, mais moi, je me souviens pas de m'être vraiment fait engueuler par papa. Moi non plus. Jamais. Mais c'est un de ses yeux, peut-être, tu vois, parfois. Je regardais comme ça. Comme ça. Mais c'est vrai que, non, jamais, en vrai. Ouais, enfant, peut-être tout petit, tu vois, mais c'est vrai que j'ai pas de gros souvenirs. Là, il avait pas besoin de... Non, il avait pas besoin, en fait. Doser la voix, ou, tu sais, de... Un truc qu'il a vachement bien fait. Et ça, il le dit souvent. Tu sais, c'est maman qui dit souvent ça, que c'est important que les enfants réussissent à tuer leurs parents, d'une certaine façon, et notamment que les mecs arrivent à tuer leur père. Ouais. Et du coup, papa, il dit tout le temps, moi, je me suis fait tuer 5 fois. Il dit, je me suis fait crucifier. Je me suis fait crucifier. C'est vrai que c'est vachement important, hein. Il a bien réussi, je sais pas, un peu naturellement, tu vois, se retirer, parce qu'en plus, quand même, comme il a un gros, tu vois, il est impressionnant. Il est impressionnant. Oui. On a réussi à bien le tuer. Mais notamment, je trouve un peu par l'humour, tu vois. En le taquinant et tout, un peu. Non, mais en plus, ça a joué, non? Ça a joué. Et c'est vrai qu'il a jamais eu d'ego, c'est vrai que ça, c'est vachement, parce que maman, elle le dit tout le temps, que, un mec qui a pas tué son père, mais même à 40 ans, c'est, tu le sens direct. Pour s'affirmer, c'est super important. Et c'est vrai que ça arrive souvent, ça, quand même. Chez les mecs, tu le sens. Ouais, et du coup, ça fait C'était quoi la période où on l'a tué, puisqu'on l'a tué chacun un peu à notre tour. Chacun à son tour. Mais après, je pense que c'était peut-être plus simple de le tuer une fois que vous l'aviez. Qu'il était un peu comme ça, un peu cassé. Ouais, je pense que tu prends le pli plus facilement, tu vois. Il y a moins d'opposition. Après, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait, tu vois, une grosse opposition et tout, mais je pense que c'est savoir dire non à ses parents, tu vois. Des fois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça arrive plus, tu sais, quand t'as, genre, je sais pas, 18, 20, 22 ans, des trucs comme ça. T'es en plein dedans, c'est normalement. Moi, j'ai déjà crucifié, je crois, ça va. C'est vrai.
C'est vrai que Cypre, je sais pas à quel âge c'est arrivé. Mais tôt, du coup, peut-être, en fait. Ouais, peut-être, c'est vrai, ouais. À 10 ans. C'est vrai qu'il fait non, c'est vrai. Peut-être moins besoin de s'imposer. Ouais, peut-être aussi. moins besoin de s'imposer. Hein. T'es dans le sillage des grands frères. Bah aussi, oui, non, c'est clair. Donc Ouais. c'est Bah après, en fait, c'est juste, on le taquinait un peu. On taquinait un peu. On en jouait un peu, quoi. Ouais, du personnage. Ouais. C'était marrant, ça. Ouais. Non, c'est vrai. Et alors, quel conseil est-ce que vous donneriez aux enfants, j'allais dire, aux frères et sœurs qui ont envie d'être plus proches? Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est quelque chose... Enfin, moi, je trouve ça bizarre, déjà. Et c'est une question que je pose tout le temps. Ouais. Tu sais, genre, aux gens, comment tu t'entends avec tes frères et sœurs? Et d'ailleurs, tu sais, c'est Lou qui m'a dit, ça se fait partie des questions les plus importantes. Et parce qu'il m'a dit, quelqu'un qui arrive même pas à s'entendre avec ses frères et sœurs, très, très mauvais. Ah ouais. Ah ouais. Ça, il m'a dit, mais c'est vrai que c'est bizarre, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Mais après, je sais pas, dans l'éducation, tu vois. Est-ce que c'est à cause de la personne, tu penses, ou ouais, moi, je pense qu'il y a un truc, tu vois, parce que j'ai l'impression, genre, tu regardes papa et maman. Ouais. Bah, tu vois, ils s'entendent quand même bien avec leurs frères et sœurs. Enfance horrible. Enfance horrible. Ouais. Mais c'est vrai pourtant, ça va s'entendre. Tu vois. Donc, il y a un vrai truc. Moi, c'est vrai que je trouve toujours ça bizarre. Moi, le truc qui me surprend le plus, après, je sais que c'est rare de s'associer entre frères, tu vois. Mais ça me semble toujours bizarre quand, genre, ils sont frères et qu'il y en a un qui veut lancer son business, l'autre, il est un peu chaud aussi. Ouais. Et ils arrivent pas à s'associer, tu vois. Ouais, c'est bizarre aussi, moi, je trouve. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi ils se mettent pas ensemble, tu vois, c'est 2 fois plus. Et tu sais, en plus, moi, j'adore cette phrase qui dit que les empires sont créés par des familles. Ah ouais, c'est trop stylé. Tu vois, ça c'est quand même ouf. C'est qui dit ça? Bah, c'était David Barry qui m'avait dit ça. Alors, c'est vraiment très stylé. Ouais. Et c'était trop cool. C'était au Mastermind de Sam Oven, justement, quand on était à Los Angeles. Et en fait, il y avait un monsieur qui était là, et lui, il s'était associé avec sa fille. Tu vois. Et je me souviens plus qui c'était. Ouais, c'était un mec qui faisait du Airbnb. Ok. Bernardo. Et Dre, du coup, j'arrive, et je lui ai dit, bah, moi, je suis avec mon frère, tourner une grande famille, peut-être qu'après, il y aura mes autres frères et sœurs. Il me dit, ouais, c'est une très bonne idée, parce que les empires se créent par les familles. Ouais, et tu vois, ça. Genre, Warner Bros. Moi, c'est ça, genre, Warner Bros. Warner Bros, c'est Warner Brothers. Et c'était 4 frères, hein. Ouais, 4 frères, ouais. Ça, c'était ouf. C'est comme ça que tu crées des dynasties. Tu vois, les Rockefeller. Les Rothschild. Les Rothschild. Tout ça. Donc, je pense que... Ouais, parce qu'il y a un lien de confiance qui peut pas être plus fort, je pense, qu'entre... Et tu regardes, genre, nous, il y a quand même Geoffrey qui travaille dans la boîte. Ouais, c'est vrai. Moi, je le vois tous les jours, hein. En meeting. C'est ouf, quand même. C'est cool. En plus, c'est cool, quand même. C'est fun, c'est trop cool, tu vois. Tu préfères passer du temps avec, genre, des gens que t'aimes et tout, plutôt que des gens que tu connais pas trop, quoi. Ouais. T'avais le mec, comment il s'appelle, l'américain Patrick David, tu vois. Ouais, ça c'est incroyable. C'était ouf ce qu'il disait. Ouais. Et donc, bon, après, lui, il a revendu sa boîte 200 millions. Donc, c'est plus facile à faire quand t'as beaucoup d'argent, mais il disait, n'importe qui que ce soit, bah, en fait, quel que soit le métier, c'est sûr qu'il y aura une place pour lui dans mon empire. Et du coup, il disait, toi, tu vas être avocat, t'inquiète, tu auras de la place, tu vois. Et ça, je trouve ça quand même vraiment stylé. Donc, ouais, Warner. Et je trouve que les entreprises qui sont pas créées par des familles, bah, ça dure moins longtemps. Ouais, c'est vrai, quand elles sont bien reprises et tout, c'est impressionnant. Ouais. Genre, Arnaud, ce qu'il va faire avec ses enfants. Incroyable, et tu tout, vois. ça a l'air. Et bah, d'ailleurs, en plus, je voyais j'avais vu une vidéo là-dessus, tu sais, qui disait la différence entre LVMH et Kering. Tu sais, il y avait la bataille entre Bernard Arnault de LVMH et François Pinault de Kering qui possède Gucci. Tu sais, dans la biographie de Bernard Arnault, ils en parlent pas mal de cette opposition entre Pinault et Arnault. Ouais. Et en fait, il y a quelques années, ça valait à peu près la même chose, 40 milliards en bourse. Ouais. Là, t'as LVMH qui vaut 400 milliards et Kering qui vaut 60. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il a pas réussi, je pense. Après, pourtant, il y a son fils. Pourtant, il y a son fils, qui s'occupe de tout maintenant, je crois, non? Bah, ouais. Mais moins bien que les Arnaud. Après, ils sont beaucoup, je crois, quand même, hein. Ils sont beaucoup. Hermès, incroyable. Hermès, très belle famille. Je sais pas combien ils sont dans le truc, hein. C'est genre 10 000, je crois. Ouais, je trouve que c'est énorme. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est ouf. Après, je crois que chez les Arnaud, ils s'entendent pas très bien entre eux. Mais ça marche quand même. Mais je sais pas. J'avais entendu ça dans une vidéo, tu vois. Donc c'est dur de savoir. Ouais. Mais en plus, c'est pas tu sais, t'as des demi-frères, demi-sœurs aussi. Oui, c'est vrai que, c'est vachement différent. Là, c'est différent. Là. Ouais. Non, ça, c'est un peu plus chaud. Donc, quel conseil, Cyprien, toi, tu donnerais à des frères et sœurs qui veulent se rapprocher? Je pense comme ça, là. Bah non, mais vous en aviez déjà parlé, et on en a déjà parlé maintenant, c'est prendre des repas ensemble, hein. Je pense que, et puis se trouver des passions. Pour nous, c'est des passions communes, hein. Je trouve ça a été là, avoir des moments de partage. Avoir des moments de partage de qualité.
Nous, c'était le sport quand même, en vrai, je pense. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Hein, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça, c'est bien parce qu'en plus, ça peut être n'importe quel que soit l'âge, tu vois. Ouais, bah, c'est ça le truc. Parce que quand il y en a un qui a 20 ans et l'autre qui en a 8, c'est vrai qu'au départ, les conversations, tu vois, c'est pas les mêmes que celles qu'on a maintenant, tu vois. C'est vrai. C'est normal, les centres d'intérêt, c'est pas trop les mêmes quand même. Oui, c'est clair. Donc, toi, c'est assez cool. Après, c'est vrai que Sip, du coup, il s'est retrouvé dans des conversations quand même. Mais qu'est-ce que tu te disais, Sip? Ben non, mais j'écoutais, hein, ça m'a aiguisé ma bonne écoute. Non, mais tu prends forcément beaucoup d'informations et ça, en fait, ça t'ouvre un peu ton esprit, genre, t'es obligé de vraiment d'essayer de comprendre quand même, parce que si tu veux un peu participer au débat. Au débat. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était un truc que le fils Arnaud expliquait, qu'en grandissant dans la famille Arnaud, bah, pour lui, c'est comme si, il avait fait un MBA depuis qu'il était tout petit, en fait. Bah oui, non, mais c'est clair, t'as des infos. Mais je sais que des fois, ça peut être relou pour ceux qui sont pas directement dedans, tu vois. Parce qu'ils peuvent être en mode genre, putain. Si t'as pas de réparation. Mais ben, c'est trop chiant. Oh ouais, c'est mais c'est, tu vois, ils peuvent être en mode genre, c'est vraiment relou, vous parlez tout le temps de ça, moi, j'y comprends rien. Je me souviens, le premier été, où on lançait la boîte. En Espagne? Ouais. On parlait tout le temps de landing page conversion rate et tout. C'était chaud, là. Moi, j'ai passé un bel été quand même. Donc, ouais, les moments de partage. Les moments de partage, hyper important. Alors, un petit, du coup, ouais, sur un petit peu le même thème, on peut parler un petit peu d'anecdotes et de souvenirs qu'on a ensemble. Et pour vous, quel est le moment le plus drôle qu'on ait partagé ensemble, celui qui nous fait encore rire aux larmes? Je pense que moi, ce qui me vient, c'est quand on était au Maroc. Je sais plus quel été c'était, mais il y a 2-3 ans, qu'on était au repas et on avait un intendant marocain, 2 attendants marocains, dont un qui s'occupait de nous et tout. Et je sais plus trop ce qu'on avait dire. On avait dû dire à maman que genre l'intendant il devait s'appeler Aziz, alors qu'il s'appelait pas du tout Aziz. Du coup, maman, en plein milieu du repas, elle fait en tout cas Aziz, merci beaucoup pour ce repas, hein, c'était énorme. Et là, je pense que vraiment on n'a pas arrêté de rire. Genre Bouchla, il l'a regardé comme ça. En plus, il avait toujours un air genre comme ça. Son air. Il était, en fait, c'était ce qu'il avait, il avait pas d'expression. Il avait pas d'expression. Et là, c'était la première fois qu'il a fait. Comme ça, tu sais. Regardez là. Qu'est-ce que tu me racontes? C'était trop surpris qu'il comprenait pas, on a croulé. C'est que c'était un beau fou rire, celui-là. Non, franchement, ouais, je pense que ça, c'était une super anecdote. Après, moi, il y en a une, mais tu sais, c'est quand on était, frère, on peut raconter l'anecdote dans le désert et ça fait partie, je pense, de vos plus beaux souvenirs. C'est quand on avait coincé la voiture dans le désert. Ah oui, non, mais ça, c'est énorme. Genre, Doudou, il nous regarde et il me fait, mais comment ça? Je raconte pour un petit peu de contexte, ça, je vais comprendre. En gros, on est partis aux États-Unis tous les 3 ensemble pour le mastermind de Sam Ovens. Ouais. Et on devait y aller tous les 2, mais on s'est dit, bah, c'est pris. Toujours la partie. Ce serait quand même trop cool qu'il puisse le découvrir aussi. Ouais. Sauf que Cyprien, il était en terminale. Mais bon, c'était pas trop un problème. Terminale, quand même, l'année du bac, genre, un mois du bac. Un mois du bac, en pleine terminale. Voilà. On me dit, vas-y, on va peut-être aller à Los Angeles et Las Vegas. Moi, je me dis, bon, bah, y a pas trop de soucis, hein. T'as fait comment, d'ailleurs? Bah, j'avais, un petit coronavirus, c'était pas un peu pendant le Covid. Ouais, un petit cas contact comme ça, un peu glissé. J'ai sorti la carte cas contact. Et du coup, on va aux États-Unis tous ensemble. Moi, c'était en plus la première fois que j'allais aux États-Unis. Donc, c'était genre vraiment incroyable. En plus, c'était Los Angeles, Las Vegas. Edouard, il avait préparé tout le truc. Il nous avait fait un programme franchement. C'est vrai que j'avais encore fait un programme de licence, quand même, bordel. Oh là là. Ah, mais non, mais il a travail, ça m'avait pris. Il a plein de casquettes, ce doudou. Un jour de voyage. Voilà. Je vais d'ouvrir. Du coup, franchement, c'était ouf. On avait rencontré Sam Ovens. On était, enfin, je me souviens quand on est arrivé à Los Angeles, c'était incroyable. Et du coup, on avait fait t'avais prévu un road trip de faire Los Angeles, Las Vegas en passant par la route 66. En passant par la route 66. Et en Mustang décapotable. La vallée c'était dans la vallée de la mort. Et du coup, franchement, le trajet trop bien. Et à un moment, on se dit, est-ce que ce serait pas stylé
de faire ça s'appelle des donuts un peu. Ouais, des drifts, quoi. Des drifts. De faire des gros drifts dans le désert. Et ben, maintenant, je me dis, genre, j'ai 30 ans et tu fais ça. Ah ouais, super. Et en plus, c'était énorme parce que du coup, on avait fait un premier essai, tu sais, à côté de la station essence. Et on avait fait un premier essai. Et je me souviens quand il fait, il me dit, et ça serait pas mieux avec ma veste rouge, quoi. On était vraiment trop dans le truc et tout. On se dit, vas-y, on refait avec la veste rouge, là. On se dit, ah, mais il y a pas assez de sable quand même, il y a pas assez de, tu sais, il y a pas assez de poudre et tout. Du coup, en fait, on est allé à un autre endroit, un peu plus reculé sur la route 66. Et là, pour le coup, il y avait pas mal de sable. Et en fait, Edouard, il a commencé à faire des donuts. Sauf qu'en fait, il s'est remis dans les mêmes traces. Et c'est pour ça qu'à la fin, il s'est bloqué. Mais après, on a eu de très belles images. C'est vrai que c'était très stylé. Et je me souviens, en plus, quand, tu sais, genre, la voiture, il l'arrête. Et au moment de redémarrer, il fait, par contre, il va falloir un peu pousser. Tu sais, il avait senti qu'il a été bloqué. Et nous, on n'avait jamais pris de Ford Mustang. Donc, on savait pas à quel point c'était bas. Et du coup, là, Doudou. Je suis dans la voiture, comme ça, là. Plein de gaz en arrière. 1, 2, 3, poussez. Et là, genre, je mets plein de gaz et la voiture. C'est à fond. Elle bouge pas d'un poil. Genre, mais pas d'un poil. Mais pas d'un poil, hein. Pas d'un poil. Du coup, on réessaye, on pousse et tout. Genre, ça marchait pas. À un moment, je crois, on essaie le contraire. Tu sais, du coup, tu vas en marche arrière, on se met devant. Pareil, le truc, il bouge pas. Je crois, à un moment, on a essayé de mettre Cypri en conducteur. Parce que moi, j'ai pas le permis, donc ça pouvait pas être moi. Et là, moi, pousser, et genre, ça marche pas. Et du coup, tu te remets dans la voiture. Et là, on essaie de creuser. Non, mais on a essayé plein de trucs. Parce que là, en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est 18h. Dans le désert. Au fin fond de la vallée de la mort. La vallée de la mort. Il y a personne qui passe sur cette putain de route 66. Il commence à faire nuit. Donc moi, je me souviens, j'avais un peu le stress qui commençait à monter, tu vois. Parce que ça faisait 15 minutes qu'on était en train d'essayer de pousser, tirer, etc. Tu vois, j'avais vu quelques vidéos de genre road trip dans le désert. J'étais, attention, on creuse là. Si on met des petites pierres tranquilles, si on met des, tu vois, on avait, je sais pas, à la limite de mettre nos chaussures. Il y avait des vieux pneus, je crois, qui étaient éclatés. Ça, c'était trop marrant, tu sais, genre, à un moment, j'arrive et tout, on essaie de creuser, il y a rien, on essaie de trouver des supports pour mettre le truc. Je vais chercher un peu partout autour, je trouve un vieux pneu séché. Tu sais, je fais, ah ouais, ça va être bien, j'amène ça à Doudou. Il me fait, ah ouais, super, ça, ah ouais, ça, c'est super. Il m'a vraiment dit ça. C'était vraiment super. On essaie de le mettre, genre, ça changeait rien. Et du coup, à un moment, et c'est, je crois, ce moment qui me fait trop rire. Genre, on poussait avec Cypri. Et genre, c'était pire, t'avais qu'un pneu qui tournait et l'autre qui tournait plus. Ouais, l'autre, il était bloqué. Du coup, Doudou, il sort. Et on lui dit, ah ouais, là, le pneu, il tourne plus. Et Doudou, c'est Cypri qui lui dit, ah, le pneu, il tourne plus. Et Doudou, là, ouais, comment ça, il tourne pas? Je sais pas, le truc qui tourne plus. Et donc c'était l'enfer. J'avais essayé d'appeler, tu sais, genre l'assurance. Alors déjà quand on vient à appeler l'assurance, je m'étais dit, oh là, ça va nous coûter une blinde si vraiment t'as les mecs qui viennent nous chercher, genre au fin fond de la vallée de la mort dans le désert là. Et les mecs qui répondaient pas. Donc franchement c'est vrai qu'on commençait à être un petit peu en PLS. Parce que la nuit, ça arrivait, quoi. Ouais, la nuit arrivait, franchement. Bah là, on était au sunset, il restait quoi, 30 minutes de soleil. Ouais, je pense vraiment, ouais. Et du coup, je me souviens à un moment je vais quand même, genre, essayer de faire du stop sur la route. Mais j'avais essayé un peu sur les quelques voitures, il n'y en avait pas une qui s'était arrêtée, quand même. Sachant qu'il y en avait déjà pas beaucoup qui passaient et tout. Il y a un mec qui s'était arrêté et il m'avait dit, bah, j'ai rien, je peux pas vous aider, tu vois. Donc c'était un peu la merde. Ah, c'était la merde. C'était vraiment la merde. Et du coup, genre, je crois que c'était vraiment une des dernières voitures avant qu'il fasse nuit. Genre, je cours, tu vois, je la vois au loin et tout, j'y vais, parce que j'avais vu que c'était un gros pick-up. Et là, je demande à s'arrêter. Et le mec, sur le coup, s'arrête pas. Il fait 100 mètres en plus et après, il se retourne. Et le gars, là, il arrive à mon niveau et il me dit, en américain, mais en gros, il me dit, ça s'amuse dans le désert. Il t'a vraiment dit ça. Vraiment dit c'est ça. énorme. C'est un américain au fin fond de l'Amérique, quoi. Ah ouais, il disait, le redneck, quoi. You guys are having fun. Tu vois, c'est-à-dire, alors, plus trop de fun. On va surtout bien bloquer la voiture, là. Ça va nous aider. Et du coup, le mec arrive, et tu sais, il avait sa grosse motocross dans le fond du pick-up. Du coup, genre, le truc c'était grave stylé. Et il arrive et il fait, ah ouais, dis donc, là, c'est bien coincé, quand même, hein. Et le truc, c'est qu'en plus, comme c'était une Mustang, il y avait presque rien pour genre, il y avait pas de truc pour tirer. Il y avait pas de truc pour tirer. Il y avait même pas le, je sais pas comment on appelle ça, mais le petit derrière. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah, on n'a pas le choix, on ouvre le coffre et on se dit, on va essayer d'accrocher le machin au tenant du coffre. Et franchement, moi, je me suis dit, on essaye ça, mais je
pensais vraiment que ça allait. Moi, j'étais sûr que ça allait casser le truc. Ah ouais. Moi, je pensais que ça allait casser. Parce que je dis, tu peux pas tracter une voiture avec, moi, j'avais, des petites barres comme ça qui tiennent le coffre, tu vois. Ouais, je suis sûr, ça va être pire qu'avant. Voiture bloquée, coffre arraché. Mais sachant que les trucs en fait, ils étaient vraiment genre comme ça, tu vois. Vraiment très impressionnant. C'était et là, c'était ouf parce que du coup, le mec, avec son énorme pick-up, il commence à tirer et il y va au début et genre la voiture, elle bouge pas. Mais pas d'un poil. Et du coup, le mec, mais il y allait, mais à fond. Plein de gaz, hein. Et genre vraiment, t'as senti la voiture, il l'a sorti comme ça, tu vois. Moi, j'étais dans la voiture aussi. Toi, t'étais dans la voiture pour l'aider un peu, mais ouais, genre vraiment le truc chaud, en fait, la voiture était posée, mais genre, là, c'est le sable, elle était posée comme ça, en fait. Ah oui, c'est pour ça que la roue, elle tournait plus, je crois. Ah oui, c'est pour ça que la roue tournait plus. Ouais. Ah ouais, non, là, c'était vraiment l'enfer. Mais du coup, on a réussi à sortir du truc. Et là, franchement, bon, du coup, sur le coup, on faisait pas les malins, mais c'est un souvenir incroyable. Bah, une anecdote, franchement, Et tu sais, après, du coup, on est arrivé à Las Vegas. Et tu sais, du coup, fallait qu'on nettoie la voiture avant de la rendre pour qu'on ait pas rien. C'était un peu fun. Ouais. C'est vrai que sur le truc, on faisait pas très mal, parce que moi, je me suis dit, vas-y, on va dormir dans le désert, du coup, comment ça va se passer? Ouais, ça aurait été relou. Mais surtout, je me disais, le lendemain, on sera pas plus avancé, tu vois. Bah ouais, c'est ça, en vrai. Bah, il aurait fallu marcher à la station essence. Je sais pas comment on aurait fait. Ça aurait été... Pas passer loin de la catastrophe, quand même. Pas passer loin de la catastrophe. Ouais. Non, ça, c'était relou. Mais après, on est arrivé à Las Vegas et là, c'était ouf. En plus, on était au Bellagio. Incroyable. Trop stylé, Las Vegas. On s'est fait surclasser, en plus. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on avait une suite au début et je sais plus trop comment on s'en est sorti. Un lit où je sais plus trop quoi, il y a un problème. Ouais. Mais du coup, on avait la super vue. Ah non, ça, c'était incroyable. Je pense que ça fait partie des meilleurs souvenirs. Je me disais, il y a une anecdote qu'on n'a pas racontée, comme on est un peu sur le truc des anecdotes, qui est pas mal, c'est la boîte de nuit à Los Angeles. Ouais, j'y ai pensé aussi. C'est vrai. Qui c'est qui veut la raconter? Moi, j'ai raconté trop d'anecdotes. Jack. Voilà. J'essaie de faire aussi bien que Quentin. Attends, c'était quoi? C'était genre, on était à Los Angeles, et on voulait sortir en boîte quand même. C'était le premier soir. C'était le premier soir. En plus, on sortait du mastermind de Sam, non? On était un peu éclatés. Ouais, on se disait, attends, on est à Los Angeles quand même, on veut expérimenter, tu sais, un peu, tu sais, c'est vraiment l'image des boîtes, tu sais, que t'as dans ta tête avec tout ce qui se passe, les stars, etc. Et donc, du coup, quand ils cherchent la meilleure boîte possible, et ça s'appelait, je crois, genre le Nightingale. Nightingale et tout. Ouais, Nightingale. Du coup, on y va, c'est juste à côté de Hollywood Sign, etc. Et genre, on arrive devant, mais genre des voitures, mais de l'espace, quoi. En vrai, que des voitures de luxe, trop stylées. On arrive devant le videur un peu et tout. Et genre, il nous dit le prix. Et c'était $100, je crois, l'entrée, par personne. Et donc, du coup, déjà, on n'avait pas le cash. Je me souviens. Et donc, du coup, moi, j'avais dû me faire un aller-retour. Genre, j'étais en courant, mais de l'espace. Parce que je me suis dit, il a dit oui maintenant, mais peut-être, plus tard, il voudra pas, tu vois. Et donc, du coup, aller-retour rapide. En plus, Tassip, il avait pas 21 ans. Ah, c'est vrai qu'il avait pas. J'avais quel âge? Moi, j'avais 17 ans, du coup, j'étais en terminale. Là-bas, c'est 21 ans minimum pour rentrer en boîte. Donc, on avait dû faire un petit tour de passe-passe avec les cartes d'identité. On a fait ça un tour de passe-passe. Qui a toujours très bien marché. Ce qui fait que c'était la première fois où il est allé en boîte, il avait 14 ans. Ouais. Tu te souviens, c'était 14 ans. C'était incroyable, ça aussi. Bon tour de passe-passe. Et donc, du coup, on rentre, et là, à l'entrée, quand même, on voit le mec, mais genre, avec un énorme AK-47. Ouais. Mais genre, un vrai, hein. Qui était comme ça, genre, qui avait limite la cagoule, tu vois. Tu dis, ah ouais, ok, un peu bizarre. C'est vrai que c'était bizarre parce qu'on était au pied de Beverly Hills, tu vois, c'était l'endroit était incroyable. Incroyable. Plein de voitures de luxe, tu vois. Donc, beaucoup de gens avec de l'argent, quand même. Ouais. On rentre dedans et tout. Et en vrai, c'est assez stylé, quand même, l'intérieur. Super stylé. C'est beau, etc. Et là-bas, les boîtes, ça commence tôt, mais ça finit aussi très très tôt. Genre, ça commence à 22h30, 23h, et ça finit à 1h du matin. Donc là, on est dans la boîte. Bon, c'est cool en vrai. Je sais pas trop ce qui se passe dans la boîte, mais c'est. On va voir Cyprien à bord de filles. On lance. On s'assoit et on regarde. Divertis-nous un petit peu, Cyprien. Allez, c'est ça. Et donc du coup, sur la fin, c'est quoi? C'est vers 1h du matin et tout. On se dit, vas-y, on commence à sortir de la boîte. Et en gros, comment c'est fait? C'est, tu sors d'abord un peu dans un espèce de petit patio, et après, t'as vraiment la vraie sortie. Quand on se dirige vers le patio tranquillement et tout. Et un point aussi, c'est qu'on avait été vraiment fouillé très très fort aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait été fouillé très fort. Plus que dans un aéroport. Oh, oui. Ouais, je me souviens, oui, mais le mec, tu sais, il va palper même tes chaussures, quoi. Ouais, tu sais, genre tes chevilles et tout. Ouais. Donc, petit point. Non, mais c'est vrai,
Et c'était un point important parce qu'on est là dans le petit patio, etc. On parle tranquille, on commence à sortir et on entend, genre, moi je me souviens, j'entends deux papa. Et je me dis, genre, ok, normal. Ça faisait vraiment des bruits de bouchons de bouteilles de champagne. Qui sautent, Vraiment. Et genre, 10 secondes après, je revois encore le gros américain black, là, pousser à la porte comme ça. Et il dit, someone is shooting in the club! Someone is shooting in the club! Et là, genre, ça part dans tous les sens. Là, t'as vraiment toute la boîte qui sort. Moi, je pars à gauche avec Quentin. Moi, je pars de l'autre côté. Je fais un peu différemment. Du coup, je suis parti de l'autre côté. Il va vers le tireur. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je pensais qu'il était genre juste là et qu'il tirait sur tout le monde. Donc, je me suis dit, mais en fait, la foule, elle va dans ce sens-là. Donc, peut-être si je vais de l'autre côté, peut-être tu vas pas me voir, tu vois. Quentin Sip, il va à droite. Moi, je vais à gauche. Et comme tu dis après, genre, non, en fait, faut que je les suive. Bah, je me suis dit, en fait, j'ai vu qu'il était pas directement là, donc peut-être, Mais genre, il y avait quoi? Pour moi, il y avait genre 5 mètres d'écart, même pas. Ouais. Alors que tu penses qu'il y avait plus ou pas? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est vrai je me souviens, on est parti dans un sens, après on s'est regardé, on s'est fait, le Cypri. Du coup, on est retourné de l'autre côté, un peu. Mais après, je sais pas, t'avais capté en temps. T'inquiète, on s'attendait. Après, ça va tellement vite. Après, c'est vrai que moi, c'était la première fois où genre, j'ai senti. Parce que même pas le temps de se parler, on s'est pas parlé pendant le truc. D'adrénaline. Ouais, incroyable. Et genre, mais la course, mais je crois que j'avais jamais couru. Et c'est au ralenti, en plus, tu sais, quand t'as les images. Mais c'est marrant, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai toutes les images du truc. Toutes les images vraiment séquencées, tu vois. Genre, le moment, on tourne la tête et on commence à courir. Et c'est vrai qu'on avait un peu oublié le cible, en vrai. C'est moi qui cerveau, il est en mode fight or flight, tu vois. Ouais, c'est trop bizarre. Et là, c'est vraiment instinctif, On fait 10 mètres, on regarde, ok, on voit qu'il vient vers nous et on court, mais genre, encore plus loin, quoi. Genre 500 mètres et tout. Et là, on voit, mais impressionnant par contre, la réaction de la police. En 3 minutes, genre, t'avais toutes les voitures de police, t'avais même le camion, tu sais, je sais pas si je le rajoute ça ou il était vraiment là, ce camion. Mais si, il y avait un camion, il y avait un camion de police, un camion de police. Un camion de police, un camion de pompiers aussi, je crois. Et il y avait aussi de l'hélico. Mais qui arrivait mais en 2-3 minutes, c'était très, très trop impressionnant. Comme, dans le jeu vidéo. Comme dans GTA. C'était impressionnant. Et après, du coup, c'était un peu le chaos quand même dehors et tout. Et puis on savait pas du tout ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que c'était en plus trop envie de rester là. C'était genre nos premières soirées à Los Angeles. Tu sais que aux États-Unis, bon, il y a le port d'armes et tout, mais tu sais, t'entends pas ces histoires quand même. En France, une histoire comme ça fait la une, mais pendant des semaines, tu vois. Et là, genre, toi, c'était un truc, c'était. On sort et tout, on débriefe dans la voiture, et tous les Uber, il y a personne qui veut nous prendre. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était un peu bizarre là-bas. C'est vrai que tu sais pas sur le coup qui c'est un mec qui avait décidé de shooter sur tout le monde dans la. En plus, il y avait des mecs, genre, ils sortaient de la boîte trop bizarre, tu sais, genre un peu. Oui, un chinois un peu, genre. Un asiatique un peu. Un asiatique un peu. Il avait la capuche et il avait genre. Il était comme ça, je me souviens. Il avait pas un truc genre Los Angeles Gun Club ou c'était trop chelou ça. De ouf. Moi, je pense que c'était pas forcément le tireur, mais c'était un mec qui devait avoir peut-être un. Ouais, mais parce que du coup, on a su l'issue de l'histoire quand même. Ouais. Et l'issue de l'histoire, c'était vraiment un règlement de compte dans les toilettes. On était 10 minutes avant, quoi. Ouais, c'était chaud. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont un rapport avec les armes hyper différent. Cypre, par exemple, toi, ce qui s'était passé. Ouais, pour suivre. En plus, c'était vraiment récemment. Du coup, moi, je fais mes études aux États-Unis. Et donc, c'était en fin de saison. C'est tous les étudiants de l'université un peu qui sortent tous ensemble. C'est un peu genre le truc qui se passe quand tous les athlètes et tout, ils ont fini leur saison. Et donc, tout le monde décide d'aller en boîte. Donc, tout le monde se réunit et tout pour aller en boîte. Donc, la boîte de la ville. Et moi, j'étais un peu fatigué. Donc, je me suis dit, je vais rester tranquillement pour faire mon petit dodo et tout. J'avais vraiment la flemme. Et puis, ils y vont et tout. C'est assez tôt, genre vers 23h30. Et là, je reçois un message de mon pote. Il me dit genre, putain, il y a quelqu'un qui a tiré dans la boîte de nuit et genre, il y a 2 morts. Et genre, en plus, un de mes potes, très proche, forcément. Mais il y était, lui? Lui, il y était. Ah ouais, c'est chaud. C'était, tu sais, l'Espagnol. Ouais. Eric. Et après, il m'envoie la vidéo du truc. Et genre, c'est genre choquant. Tu vois, genre, c'est mes potes qui sont genre juste là. Et genre, en fait, il y a un mec qui a pris son arme, un Mexicain, et qui a mis genre une balle dans la tête du mec. Et le mec, il avait genre un trou énorme dans la tête. Et tu le vois tomber après, mais une autre balle comme ça. Et genre, j'ai un autre de mes potes, un Chilien, genre paralysé, tu vois, il est resté comme ça. Genre, il est resté droit. Et genre, c'est ouf, parce que tu vois, dans la vidéo, du coup, le mec, il a son trou et tout. Et genre, du coup, trop bizarre. Donc, tout le monde rentre et tout. Genre, les jours après, à la cafétéria, tu sais, ça en parle un peu. Et genre, au bout de 3 jours, tout revient normal. Alors que vraiment, genre, il y a un mec, tous les étudiants l'ont vu avec un... C'était un étudiant ou pas? Non.
Non, mais c'était un règlement de compte ou pas? Bah, même pas, en fait, je pense que c'était avec l'alcool et tout. Tu sais, dans cet endroit, il y a beaucoup de Mexicains un peu d'anciens cartels. Et du coup, tout le monde a un peu son arme et donc dès qu'il y a un peu un fight, ça sort son arme et balle dans la tête. Mais toi, plusieurs fois sur ton campus, tu sais, il y a eu des alertes un peu. Ouais, des étudiants, tu sais, un peu from the hood, genre les footballeurs américains, genre il y en a un qui avait son Glock et tout, genre sur lui tout le temps en fait. Et du coup, il y a la police qui était intervenue un soir pour lui enlever parce que t'as pas le droit au sein de l'université. Ah, t'as pas le droit au sein de l'université. Au sein de l'université, c'est interdit. Mais dès que tu sors de l'université, t'as le droit par contre. Ah, c'est spécial quand même. Ouais, mais c'est trop chelou parce que genre là, t'es là, tu rentres de tes cours et tout, tu as toute la police genre armée comme ça qui se dirige vers la chambre du mec. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe encore dans ce pays, tu vois. Mais je suis dans le pays des fous, c'est pas possible. Et c'est énorme. Et tu vois le mec ressortir avec les menottes comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait ce con quoi. Et ouais non. Mais toi entre les États-Unis et la France, Cybre. États-Unis versus France. C'est quoi un peu les grosses... Parce que t'as passé quand même beaucoup de temps aux États-Unis. T'as passé quand même beaucoup plus de temps que nous. Tu dirais quoi? Bah après, j'étais dans une partie des États-Unis. C'est pas la je me disais, je suis au Mexique, là, en fait. C'est assez marrant. Mais ouais, les États-Unis, moi, j'adore. Hein. Franchement, il y a... Je sais pas, les gens, comme ils sont, leur mentalité, ils sont super bonne vibe. En fait, il y a beaucoup quand même... Vibe. C'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'ondes super positives, tu sais, les échanges entre les gens, c'est super facile. Ouais. Et du coup, ça t'apprend aussi, genre, être plus ouvert, tu vois, et genre, à parler aux gens plus facilement. Ouais. Mais genre, il y a ce truc, et en vrai, le plus gros problème, je pense, c'est vraiment les armes, tu vois, et le fait que ça soit vraiment très dangereux. Ah, et c'est vrai que c'est très dangereux. C'est très dangereux, en fait. C'est ça le truc qui est ouf, hein. Mais ça, je crois qu'ils peuvent pas trop l'enlever parce que c'est dans leur constitution. C'est un des premiers amendements. Tellement énorme. Lobby de malade. Ouais, t'imagines tout l'armement, genre, tout ça doit rapporter. Mais c'est ça, quand on était allé tester les armes, du coup, parce qu'on voulait tester à Los Angeles. Et tu sais, genre, là-bas, tu sais, le mec, tu sais, genre, il t'expliquait comment, nous, on n'avait jamais fait. Genre, le mec, il t'explique en 2 secondes comment ça marche. Il t'explique même presque pas, moi, je trouve. Mais ouais, là, on a une bonne différence entre la France et les États-Unis. Tu sais, parce que c'était quand? C'était genre 1 ou 2 mois après, on avait fait le lancer de hache. Ouais. Alors là, t'as l'impression qu'on avait des armes de mort avec nos haches, tu vois, et les mecs, il était là ultra 15 minutes pour nous expliquer comment c'est la hache. Et genre... Insupportable. Alors que le mec, il était là, c'était vraiment ça. C'est genre un shop où t'arrives, tu demandes, vas-y, je veux cette arme. Il te donne l'arme et après, tu te débrouilles, quoi. Il y a même pas quelqu'un à côté de toi pour te dire comment faire. C'est le seul moment où ils nous ont dit un truc, c'est quand on a commencé à prendre les pistolets comme ça. Et du coup, genre, t'as le mec, quand même. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Ils ont même pas engueulé, c'est ça, on peut pas le faire. C'est ça, quand même, les gars, franchement. Alors, vraiment, on était comme ça, tu sais, on se prenait pour des gangsters avec nos armes, mais genre, il y avait pas trop. Derrière la vitre, ils ont juste fait genre. Ouais, vraiment, genre. Les gars, s'il vous plaît. Ah non, ça c'était vraiment... Alors qu'avec la hache, fallait bien la reposer sur les mains comme ça, sinon tu prenais une petite gueulante. La gueulante. La gueulante du monsieur. C'était grave marrant. Ouais, sur les moments où votre frère ou votre sœur vous a surpris par sa force, sa résilience, qu'est-ce que t'as en tête, Cyprien, qui te vient pour Doudou, par exemple? Moi, c'est vraiment comme pour Edouard quand il faisait ses trails. Franchement, trop impressionnant de faire ça aussi jeune. T'avais fait la Saint-Élion à quel âge? 16 ans. 16 ans. À 16 ans, comme 16 ça. 16 ans, c'est en arche charnière chez nous, genre. C'est là, tu sais, c'est un peu le rythme, genre, faut faire des trucs durs. Ouais, c'est vrai. Si c'était avec le game. Ouais, c'était assez énorme, parce que tu t'es tapé un délire quand même, comme ça, et faire une Saint-Élion. Tapé un délire quand même. Et c'est marrant, parce que du coup, j'avais peut-être son prof de sport chez les Maristes. Je sais plus comment il s'appelait. Et, j'étais allé récupérer un truc auprès de lui. Et il m'avait dit, ton frère, c'est quand même vraiment une brute. Il est vraiment costaud, frérot. Bah ouais, franchement, c'était impressionnant, tu vois, parce que t'étais en train de préparer la Saint-Élie. Et c'est vrai qu'il avait dû prendre le dos, tu courais sous le nom de papa, du coup. Ah ouais, parce qu'en fait, la Saint-Élion, pour ceux qui connaissent pas, c'est une course qui relie Saint-Étienne à Lyon. Donc, à 72 km, je crois. De nuit, genre le premier week-end de décembre. Donc, genre, c'était un 2 décembre, quoi. Ouais. Donc ça commence, comme c'est de nuit, ça commence à minuit. Les températures, je crois que c'est vraiment les nuits les plus froides de l'année. Les plus froides de l'année. Il neige parfois il fait tellement froid qu'il neige pas. Parfois il fait tellement froid qu'il neige pas, et il fait tellement froid qu'il y a du verglas de partout en fait sur tout le parcours presque. Et donc du coup, c'était qui avait commencé par le faire? C'était Val, je crois, la première année. 2 ans avant moi peut-être. Ouais. Il avait fait une année tout seul.
une année tout seul où il avait fait Val très bien préparé quand même. Très et je me souviens quand il était revenu. Oh là là. Je sais pas si vous avez des images, mais moi je le vois avec ses chaussures à la main, il boitait genre, il ne pouvait pas marcher. Il pouvait plus marcher quoi. Et il a pas pu marcher pendant genre 3 jours et tout, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que je sais pas ce qui je me suis dit dans ma tête, oh vas-y je vais le faire, je crois. Ouais. Et parce que du coup l'année d'après, c'était l'année d'après ou 2 ans après, on avait fait tous les 3. Ouais. Tu sais, on avait fait Val, toi et moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que je commence à courir parce que c'est toi qui instaure un peu le délire des marathons dans la famille. Je pense que ça venait. C'est vrai que c'est d'où ça venait, ça. On va repartir de la base, d'où ça venait. Ouais, non, mais je crois que vraiment, c'est parti, tu sais, quand j'étais en stage à Pont-à-Mousson. C'est à la caisse d'épargne. À la caisse d'épargne de Pont-Am. Et vraiment, tu sais, en plus, genre, il y avait rien à faire. J'étais à Nancy, c'était l'été, enfin, l'été, là, il y avait rien à faire. Ouais. Et du coup, je pense que j'avais besoin de mettre mon énergie quelque part. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer à courir, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, en plus, moi, j'avais jamais couru de ma vie, tu vois, genre, c'était pas du tout mon délire. Et je fais des petits 5, 10 kilos. Tu sais, je cours le long du canal. Du coup, je me dis, ce serait peut-être pas mal de se mettre un petit défi, quoi. Ouais. Et du coup, au début, je me suis dit, tiens, je vais faire un semi-marathon. Et du coup, je m'étais mis dans la tête que j'avais fait un semi-marathon. Après, j'avais fait un marathon. J'avais fait le marathon de Paris. Et puis, je sais pas, genre, je me suis dit, vas-y, avec Van, on a toujours été assez proches quand même à partager des trucs comme ça. Je fais, Val et tout, ça te chaufferait pas, on fait un marathon ensemble. Parce que le marathon, c'est un truc un peu mythique. Ouais. Tu vois, et je me suis dit, vas-y, c'était cool de l'avoir fait tout seul, mais déjà, j'avais fait un sale temps, donc j'étais trop deck de moi. Et donc, je te vois partir avec ton avec ton Dakar. Ouais, c'était n'importe quoi. Avec ton Dakar. Sous-préparé de ouf. Sous-préparé. Ouais. Mais en plus, c'est l'époque où, en vrai, après, t'as lu beaucoup de livres et tout, mais tu sais, il y a beaucoup de bullshit quand même dans tout ça. Exactement, ouais. Ouais. Mais c'est que tu sais, j'étais en école de commerce, après j'avais rien à faire. Ouais. Je pense que j'avais besoin de m'occuper. Et du coup, de vraiment mettre mon énergie quelque part. Et donc, je me suis dit, vas-y, la course, parce que ce qui est bien avec la course, c'est que ça te coûte 0. C'est quand t'es étudiant, t'as pas d'argent, du coup, tu vas juste courir. Ouais. C'est vrai que tu te mets ça en tête, c'est pas, et donc je m'étais mis à fond dans la nutrition, à fond dans tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'avais pas, le premier, j'avais fini, tu vois, mais bon, temps nul, j'avais tellement honte de mon temps, tu vois, que je m'étais dit, non, j'en refais un. T'avais même pas pris la médaille, je crois. Ah ouais, non, mais c'était nul, tu vois. Mais j'étais content de l'avoir fait, et j'étais le premier après de tous mes potes à le faire, et c'est vrai que j'étais jeune quand même, je devais avoir 20 ans peut-être. Ouais, je pense. Et c'est vrai que t'étais très très jeune, hein. J'étais vraiment jeune. Ouais. Et du coup, j'avais dit à Val, vas-y, ça te chaufferait pas qu'on le fasse, et je lui en avais parlé, et vraiment, mais Val, mais incroyable, tu vois. Genre, il s'est mis à courir, et vraiment, il me disait les temps qu'il faisait dans ses prépas et tout. Genre, c'était un truc de ouf. Ouais. Et je lui disais... Pourtant, Val a pas du tout le physique d'un coureur. Ouais, il est pas fit, tu vois, genre, c'était pas cette carrure-là. Et je me souviens, je lui avais dit surtout, fais pas un marathon pour t'entraîner d'un marathon, tu vois. Ouais. Et genre, une semaine avant, il fait ça, tu vois. Ça, c'est tellement Val. Je fais Val et tout, je vais faire ça. Et vraiment, et il me dit longtemps, il me dit, ouais, je crois que je l'ai fait en 3h20. Ah ouais, tu vois, je dis, mais 3h20, Val, t'es sûr, genre, et tout. Il me dit, ouais, alors à un moment, il y a un cycliste qui est venu me voir. Il me dit, ah ouais, ça fait combien de temps que tu cours? Il dit, ça fait 3 heures. C'est vrai, tu vas vite quand même, hein. Ah, c'est énorme. Et je fais, putain, genre, ça me semble vraiment énorme. À titre de comparaison, moi, j'avais mis 4h30, tu vois, pour le premier marathon, quand même. Là, une semaine avant, il fait ce marathon. Du coup, on fait le vrai marathon la semaine d'après. Et vraiment, on partait, normalement, tu sais, on était peut-être par grille, tu fais des trucs de 3h30. Et Val, il se dit, non, vas-y, moi, je pense que je vais viser un petit 3h15 sur un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il est parti très, très vite. Et je me souviens, enfin, j'avais très impressionné parce que genre, déjà, j'avais pas du tout réussi à le rattraper. Ouais. Et franchement, il avait fait en 3h10, ce qui est un temps, mais exceptionnel, hein. Ouais, c'est impressionnant. 3h10, il a fait? 3h10, hein, je crois. 3h10, c'est genre après plusieurs années de course et tout. Non, mais en plus, il est parti lentement. Plus lentement, tu vois, c'est-à-dire qu'il a dû rattraper le chasseur d'allure de devant, tu vois. Mais oui. Et puis quand il a fini le marathon, il était ça allait. Ouais. Mais attends, toi, tu l'as pas couru en Vibram, ton marathon? J'avais couru, non, mais des délires. Je vais courir. Tu te souviens pas quand mais oui, mais bien sûr. Mais t'es pas allé genre chez le vieux campeur ou je sais pas trop quoi et tu avais dit, ouais, moi, je vais le faire le marathon Vibram. Il a dit, mais monsieur, un truc dans le genre. Et je m'étais tapé dans le délire. C'est vrai que j'avais fait genre les Vibram, c'est comme si je courais pieds nus. Les Vibram, ouais, c'est des chaussures qui vraiment moulent la forme des orteils pour pouvoir en fait courir sur l'avant des pieds, parce que courir sur l'avant des pieds, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que courir sur le talon. Exactement. Parce qu'à l'époque, t'étais un délire born to run, etc. J'étais un énorme délire là-dedans, et c'est vrai que du coup, je l'avais senti à un moment dans les os des pieds,
Tu sens qu'il y a pas d'amorti quand même. Ça fait un peu mal. Mais marathon super expérience, Val le fait incroyablement. Moi, j'avais suivi sur les 5 derniers kilomètres, je crois. Ah, c'est vrai que c'était. Je crois que c'est la première fois en fait je cours ce moment-là en fait. C'est les souvenirs sont ouf parce qu'en plus on était à Lyon, donc tu vois tes parents, tes frères et sœurs qui viennent t'encourager, c'est incroyable. Et du coup on fait ça. Et Val après j'allais juste faire un marathon et c'est lui par contre qui est parti en délire à faire des trails. Lui il est allé à l'extrême. Combien de temps il a duré ce délire avec assez longtemps quand même. Hein. Genre 3-4 ans, un truc comme ça. Ouais, 3-4 ans. Et du coup il fait la Saint-Élion. Ouais. Et évidemment, donc du coup, il l'a fait. Moi, et je pense qu'on le voit. Tu sais, j'avais fait d'autres trails avec lui. Ouais. Lui, il avait fait des scores de ouf. Et c'est vrai qu'à un moment, du coup, dès que t'as été en capacité physique de le faire. Ouais. Et donc, du coup, je me souviens, genre, je commence à courir et on fait la classique. Tu sais ce que c'était la classique? C'était faire le Fartéclon, là. Oh là là. Ça, c'est les méthodes d'entraînement. C'est les méthodes d'entraînement. Tu sais, c'est le fractionné. Le fractionné. Toi, tu devais en faire peut-être au foot. Ah bah fractionné, ça. Fractionné, 1 minute 30 à fond, 3 minutes de repos, un truc comme ça, je crois. Et ça, vraiment, c'est en fait pour préparer en fait un marathon, un trail. Moi, je trouve que c'est le truc le plus efficace. Hein. Ouais, tu fais 15 minutes, que ça tous les jours. C'est bon, t'es prêt. Hein. Ouais. Du coup, je fais un petit peu ça, etc. Je me souviens, on s'entraîne, on fait juste un semi-marathon, tu sais, avec David. On court les 20 km, 21,5, on fait un super montant, je me souviens plus exactement. Et genre, je me dis après, vas-y, papa, vas-y, inscris-toi. J'essaie de regarder pour m'inscrire à la Saint-Élion. Âge minimum 21 ans. J'ai 16. Quand même pas attendre 21 ans, hein. Mais papa, énorme. Trop cool quand même, tu vois. Ouais, en vrai, il y a que les parents, tu vois. Non, mais attends, tu sais que le padré, une fois, quand on t'avait mis à la course comme ça, papa, il avait vraiment dit, faites attention à pas le casser, hein. Je le vois tellement. Peut-être parce que je revenais de la course, et genre, je sais pas, il y avait ce délire un peu, genre, tu sais, genre, quand tu commences à faire, tu sais, le délire des gens, faire du sport trop jeune. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même un bon gros délire. Ouais, genre, commencer la muscu trop tôt, genre. Ouais, commencer la muscu trop tôt, genre, ça va réduire ta croissance, tu vois, enfin, genre, des délires de l'espace. Et je me souviens quand je rentrais, etc., avec papa et maman, ils étaient avec des amis, parfois, ils disaient, ah oui, il court, putain, il est jeune quand même pour courir comme ça. Genre, trop relou. Et donc, du coup, ouais, je fais, vas-y, on va s'inscrire à la Saint-Élion. Mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de temps qui se passe, hein. Il y a quand même 1 ou 2 ans, peut-être. Entre le moment où tu commences à courir et le moment où tu mais t'as quand même fait la Saint-Élion à 16 ans, tu vois. Ouais, parce que je commence à courir un peu, à être chaud dans ça, genre en 3e, peut-être, je pense. Puis après, je fais un peu de triathlon, et je me souviens, mais j'étais trop déter, j'allais courir. Après, je prenais mon vélo, j'allais faire, tu sais, genre en mode un peu délire triathlon, on était vachement ça. Ouais, c'est impressionnant. Je m'inscris à 16 ans à la Saint-Élion. Oh. Quel délire, cette Saint-Élion. Là, je m'aligne sur la première Saint-Élion, ça se passe plutôt assez bien, parce qu'on l'a fait tous les trois ensemble. Et je me souviens, j'étais plutôt frais et tout, j'étais bien préparé, en vrai. Je m'étais très, très bien préparé, on s'aligne sur, ah non, c'était trop drôle, ça. Genre, on va chercher Val, tu sais, avant la Saint-Élion. Tu vois. Je sais, donc, en fait, on part genre à 23h de Lyon. On va pour objectif la commencer à minuit à la Saint-Élion. On récupère Val sur le passage qui était un apéritif avec des copains. C'est énorme. Val, franchement, il sentait l'alcool. Ouais, il sentait vraiment l'alcool, tu vois. Et donc du coup, on s'aligne sur le départ où Val, tu vois, il avait pris quelques verres de whisky avant la Saint-Élion. C'est vrai. 70 km. Le mec, il en avait rien à foutre. Il avait fait tous ces trucs où il avait fait premier espoir, etc. Tu sais, à la CCC. On s'aligne dessus et tout se passe très très bien. Et quand toi, t'étais malade en plus, je crois, non? Parce que j'étais livreur Deliveroo à l'époque. Ah, c'est vrai que c'était. Tu sais que j'étais livreur Deliveroo et du coup, genre, c'était dans le froid glacial de Lyon. Tu sais, tu te fais les soirées en vélo à monter à Croix-Rouge. Avec le gros Lapierre de papa. Et du coup, franchement, je pense, ça a attrapé un truc, tu vois. Du coup, genre, c'est vrai que toute la journée, j'étais en frissonnant dans le canapé, tu vois, à prendre de l'ibuprofène. Et après, je me suis dit, bon, on le fait tous les trois, ça étouffe, tu vois, je voulais pas arrêter. Mais c'est vrai que je me souviens, on était dans la voiture pour aller sur la ligne d'arrivée et dans la voiture, déjà, j'avais froid. Je te promets. Putain, ça va pas être costaud. Ça va pas être content, là. Ça ligne sur la ligne de départ. Val, ce qui était bien, c'est qu'il avait fait une ou deux fois. Il avait du coup, il la connaissait trop bien, cette course. Donc, le délire, c'est bien partir sur le départ un petit peu vite pour pas avoir les bouchons après et tout. On part bien, etc. Moi, franchement, je me sentais trop frais. Et je sais pas, genre au 30e, 40e kilomètre, toi, je crois que tu commences à avoir des petits problèmes de vente, non? Des petits problèmes de vente. Les 20 premiers kilomètres, ça avait été, franchement, j'étais plutôt pas mal. Et après, c'est là, je me suis dit, voilà, ça commence à être complexe. Tu vois. Et puis c'était au milieu de la nuit, t'as froid, t'as faim, tu fais, ça va être long, ça va être long. Ça va être long. Et là, on voyait, avec Val, on voyait Doudou qui était, dans les starting blocks, quoi.
Ouais. Du coup, on fait, genre, on va le ralentir. En fait, déjà, si t'avais ralenti je pense, courir avec moi. Non. Du coup, Val était resté avec moi tout le long et Doudou, il était parti, mais comme une balle, quoi. Dans ma tête, c'était dès que je vois une personne, je vais la doubler. je double, j'y vais à fond. Et après, ça s'est bien fini pour moi parce que du coup, je commence à partir au 40e kilomètre. Tout, et là, je me souviens vraiment, t'as un moment, c'est écrit bienvenue à Lyon, etc. Et c'était dur quand même. C'était vraiment une courte tour, mais c'était pas la descente la plus dure. Et là, je commence tu vois, c'était ouf, les sensations et tout. Et donc, du coup, j'avais fini celle-là. Ouais, tu avais fini plutôt bien. Et c'est vrai que c'était la première. Et c'était l'année d'après où tu en avais fait une deuxième. L'année d'après, je me dis, vas-y. Celle-là, la première Saint-Élion, je la fais bien. Je crois que je l'ai fait en 8h20, un truc comme ça. 8h30, qui est vraiment un temps de, je crois que c'est une tête dans les, dans des top 10%, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et ce qui était trop drôle, c'est que du coup, la semaine d'après, tu sais, il y avait tonton Xavier qui était allé au bureau et tout, et ses collègues du bureau, ils disaient, ton frère, du coup, papa, tu sais. Ouais. Il court, non? Et bien, parce qu'il a fait un temps de ouf, quand même. Tonton Xavier qui fait, pourtant, je crois pas trop. C'est quoi qu'ils disent? Il avait vraiment un super temps. Ça, c'était bien drôle. Et donc, du coup, j'endossais le dossard de papa parce qu'on avait fait d'autres courses. On avait fait l'Urban Trail, etc. Ouais, on avait fait pas une autre course. Mais deuxième course, là, la deuxième Saint-Élion, je l'ai fait avec le copain de Quentin, là. Qui était Antoine, top 100 mondial top 100 mondial du trail. Trop chaud en trail. Le mec fait ça tout le temps, tu vois. Ouais. On s'alignait tout ensemble. Moi, en fait, le problème, je crois que c'était l'année de ma terminale. Ouais. Donc, la terminale, c'était un peu l'enfer parce que j'avais pas mal travaillé. Du coup, j'y étais allé sans préparation. Je crois que je m'étais entraîné peut-être 2-3 fois à courir, mais même pas tant. Je m'aligne dessus et tout. Là, je me dis, vas-y, j'essaie de suivre Antoine et tout, etc. Donc là, je suis et tout, ça se passe bien. Au 20e kilomètre, crampe. Au 20e. Et il y en a combien à faire? Il y en avait beaucoup. 75, il y en avait 75, je crois, au total. Ouais. Avec du dénivelé et tout, dans la forêt, c'est pas du plat, etc. J'avais jamais eu de crampe, en fait, de ma vie. Je savais même pas ce que c'était, en fait. J'avais jamais eu de crampe. J'avais jamais eu de crampe de ma vie. 20e kilomètre, Saint-Élion, crampe. Je suis, qu'est-ce qui m'arrive? Je pouvais pas courir, en fait, tu vois. Non, mais les crampes, c'est... Mais bon, du coup, je serre les dents, quand même, etc. Tout cassé, là, quoi. Je crois que c'est au ravito, avec papa, on t'attendait, en plein milieu de la nuit. Et on le voit arriver, mais il marchait, mais en canard, quoi. C'était, on s'est dit, mais genre, c'est vraiment Donc, je le vois la première fois. Et là, je fais, ok, c'est chaud et tout, je repars. 10 km plus loin, deuxième ravito. J'arrive vers Quentin. J'étais en train de pleurer, je crois. Mais j'étais en train de pleurer. Parce que je disais, Quentin, franchement, là, je crois que j'ai être obligé d'abandonner. J'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Je crois que j'ai dit exactement la phrase, c'est que j'ai jamais fait une aussi grosse abnégation de la douleur de toute ma vie. Je me souviens, je suis là sur la barrière, je suis là. Et Quentin, qu'est-ce qu'il me dit dans l'oreille exactement? Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je te dis, genre, la douleur, t'es pas obligé de la traiter ou un truc comme ça. La douleur, c'est que dans la tête. Pas obligé de la traiter, ok? Si tu la traites pas, ça passe. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que c'était l'entraîneur des nageurs, là. Ouais. Trop chaud. Lucas, là. Philippe Lucas, il disait ça à ses nageurs. C'est vrai. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je lui dise un truc, tu vois. Je l'aide un peu, tu peux le motiver, quoi. Et du coup, je t'avais dit ça. Bon, ça avait trop bien marché. Mais dur, dur. Mais genre, je disais, parce que moi, je voulais surtout pas abandonner et tout. Genre, c'était mort. J'allais la finir à 4 pattes, mais j'allais la finir cette course. Et donc, du coup, là, 40 km. Et puis après, en fait, c'est juste, c'était dans la tête, quoi. C'était horrible. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Mais d'ailleurs, en vrai, parfois, j'y pense, tu vois, en vrai. Ah ouais. Ça fait une bonne référence de douleur. Vrai, c'était pas pire que la Saint-Élion. Ouais, ça fait une très bonne référence de la douleur, tu vois. Et donc, du coup, après, tu prends 10 km par 10 km, ça passe. C'est horrible. Moi, je me sens, j'arrive à la ligne d'arrivée, et il y avait Anne, c'est mes potes qui étaient venus, mais tu comprends rien, tu sais plus où t'es et tout, et je me suis juste endormi, et après, pendant une semaine, j'ai dû marcher avec des béquilles, je crois. Pour te dire que ton corps, là, tu l'as bien cassé. Je crois que j'y suis allé un peu. Et tu vois, après, en vrai, les trails, c'est quand même pas très bon pour le corps, quand même. C'est vrai que tu casses. Vraiment, moi, je crois, vraiment une semaine avec des béquilles, je crois, presque. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Le lendemain, j'avais DS de match, je me souviens. J'avais rien préparé, c'était horrible. Avec mes béquilles, là. Ouais. Non, mais tu vois, genre, c'est vrai que ça fait des bons souvenirs, c'est vrai qu'on a partagé quand même toutes ces choses-là ensemble, et papa, tu vois, qui venait nous voir à chaque fois. Dans la nuit, genre. Dans la nuit, tu vois, il se chauffait à nous suivre et tout, et à nous attendre. Ça, c'est vrai qu'il s'est bien donné. Toi, ça tente un peu les trails ou pas comme ça? Ça m'avait tenté, mais tu sais, comme je faisais du foot et tout. Ouais, non, mais à l'époque du foot, ça fallait pas en faire, parce que sinon t'allais te casser, quoi.
Non, mais un truc qu'on pourrait faire qui est stylé, qu'on n'a jamais fait, c'est les Ironman. Ouais, les Ironman. En plus, je pense que ça se fait vraiment facile, coup, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. En vrai, tu sais, les mecs qui font d'accord. des trails, genre, ils font des Ironman pour s'entraîner et tout. Ouais. Moi, en vrai, je faisais du triathlon, genre, enfin, tous les mecs, ils avaient réussi à faire le Ironman. Après, si tu vas chercher des tanks, ça commence à être, ouais. Vraiment Non, dur. je pense moi, ça me paraît pas si chaud. Avec Mais je quatre, pense que c'est stylé à faire, ouais, tu je vois. pense que c'est vraiment stylé à faire. Ça peut être trop stylé. ça peut être Ironman, vraiment on a eu un peu le délire, un peu sous main run. Ça, c'était quand même bien ça, fun. c'était bien stylé, ouais. Ouais, bien fun. Ironman. Après, Ironman, il y a un peu de préparation, il y a quand même beaucoup de matériel et tout. Ouais. Trail, ce qui est stylé, c'est vraiment, t'es dans la... Ouais, t'as presque rien. Puis Ouais. en vrai, moi, tous mes trails, ils m'ont marqué, tu vois. Ouais. Genre, tous les trails que j'ai faits avec Val, là, quand on avait fait les Ouais, en Suisse 40 et tout. km en Suisse. Quoi, ah là là, il y a tellement de souvenirs extraordinaires. Mais c'est vrai que c'est des aventures. En fait, le trail, c'est comme des aventures. Ouais, Je c'est trouve comme que des ça, aventures. Il faut couper un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein. Mais Ironman, on pourrait dire, on l'a fait. Bah ouais. Tu vois. Alors que là, pour l'instant, on l'a fait. Et puis, tu sais, comme il y a moins de courses, c'est peut-être un peu moins traumatisant aussi. Je pense que c'est moins traumatisant, ouais. Je pense que c'est mieux pour le corps quand même, toi. Ouais. Et un truc aussi qui est trop stylé, bon, on verra si on le fait un moment, mais tu sais, c'est la traversée du Sahara, là. Ouais, ça. Mais ça, enfin, je pense que ça se fait, tu vois, ouais. Et ça doit être stylé, tu dois Ça, faire ça des doit bons être souvenirs stylé. quand même. Ouais, carrément. Bah, ça, Je sais plus comment ça s'appelle, la deuxième marathon des sables. Marathon des sables. Marathon des sables. Marathon des sables. Je crois d'ailleurs, ce qui m'avait donné envie de courir, c'était ça. Genre, en école de commerce, il y avait des gens qui étaient venus, qui avaient fait une intervention, c'était des gens qui avaient couru le marathon des sables. Ouais, ça a l'air stylé le marathon des sables. Ouais. Après, il y a genre en Ironman hyper hardcore, je sais pas si vous avez vu le Northman. Oh, le Northman, alors, ouais, si. Ah, ça, c'est pour quand, ça? Vu comme il est frileux, t'as vu ou pas? Ouais, ça se passe où, déjà? Bah, ça se passe, je crois, en Suède ou un truc comme ça, tu vois. Mais genre, c'est un des Ironman les plus durs du monde, je crois. Ouais. Enfin, c'est même le plus dur du monde, je crois, ouais, en et fait. puis en plus, t'as beaucoup de dénivelé en vélo. T'as beaucoup de dénivelé. Tu sais, à la fin, t'arrives où genre, Oh là si là, tu ça, fais pas partie. Ça, c'est terrible, hein. Si tu fais pas partie des 100 premiers, tu peux pas monter au même endroit que les autres. En fait, c'est genre, tu pars à 5 heures du matin. Tu prends le ferry. Donc, c'est en Suède. C'est genre, pas l'hiver, peut-être pas quand même, parce que sinon c'est glacé, mais il fait très, très, très froid. Tu sautes, tu fais ta nage. Ton vélo, c'est dans la montée. Et à la fin après, tu prends la course. Ouais. Et à la fin de la course, si t'es pas dans les 100 premiers. Ouais, je sais plus en combien fait, c'est si le t'es pas stand, je crois que c'est 100 ou 200 premiers, un truc comme ça. Hein. Donc, faut vraiment être très, très chaud. Ils te donnent un autre t-shirt. Le t-shirt des losers. Le t-shirt des losers. Et t'as pas le droit de monter au sommet, en fait. Ouais. Donc, tu peux le finir. Il y a des années où, la météo est tellement mauvaise qu'en fait, personne ne va au sommet. C'est trop dangereux. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouf. Et ça, c'est terrible. Ouais. Donc, et ça donne envie. Et ça me tente de ouf. Mais tu vois, après, moi, ce que je veux aussi, c'est que, je pense que quand on n'avait pas la boîte, tu vois, t'as de l'énergie, t'as du temps. C'est pour ça, j'étais trop tenté par ces trucs-là. Maintenant, c'est vrai que tu la mets autre part. Ouais. Voilà, c'est pas mal aussi. ouais, c'est vrai que t'imagines, t'as des rendements différents. Mais je pense qu'on avait tous ce besoin de mettre ton énergie très fort et d'aller toujours se confronter à la difficulté quand même. Ouais. Mais je pense que ça va revenir, ça. Ouais, à un moment, on avait le délire, tu sais, de faire le Dakar. Ah oui, il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps que ça. Doudou, il a fait une fois de la moto dans le désert. Dakar. J'ai comment ça se prépare le Dakar. Mais vraiment, j'étais allé loin, j'avais regardé combien ça coûtait, le matos, etc. Bah, c'est vrai que dans l'idée, c'est trop stylé. Dans l'idée, c'est trop stylé, mais je crois que c'est un peu chaud, ça, pour le coup, quand même. Faut être un très bon pilote, quand même. Ça prend du travail à faire. Ouais. Quand même, tu passes, les risques de blessures, de trucs comme ça. Ouais, tu peux mourir quand même. Tu peux mourir. En fait, c'est ça, tu vois, nous, c'est un peu la limite, est-ce que tu peux mourir ou pas? En vrai, sur le trail, il y en a parfois, mais il y en a pas beaucoup quand même. Non, mais les trucs, ça pourrait être faire l'Everest, tu vois. Ouais, l'Everest, ouais. Ça peut être bien stylé. Ça pourrait être stylé quand même. Mais tu vois, il y a des trucs, par exemple, le Kilimanjaro, j'ai l'impression que c'est beaucoup de rando quand même. Ouais, pas stylé ça. Pas stylé ça. Pas assez dur. Pas assez dur. Pas assez dur, non, mais c'est pas assez de challenge, tu vois. Même le Mont Blanc, tu vois, c'est pas mal, mais pas assez de... Mais tu vois, par exemple, on n'est jamais allé dans l'extrême, genre, tu vois, les 100 parachutes, on n'est jamais devenu des fadas de ça, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Aussi, je pense, parce qu'il y a trop de monde qui le fait. Ouais, c'est possible. Ouais, tout le monde peut le faire, alors que l'Everest, tu vois. À l'époque, en plus, le trail, c'était un peu underground, genre. Ouais. Un peu pour les puristes. C'est vrai que c'était stylé. Parachute, parapente, un petit peu. Parapente, tellement d'accidents. Parapente, tellement d'accidents, ouais. Dangereux quand même, ça. Hein. Trop dangereux. Après, tu vois, moi, je me dis, là, tu sais, quand tu mets les skis. Après, j'ai l'impression, moi, ça me fait plus kiffer que toi quand, je sais pas si, mais tu sais, genre, tu mets les skis. Ouais, tu pars en ski en parapente, tu montes. C'est très stylé. Moi, j'aimerais trop, moi. Ouais. Non, je pense que c'est stylé. Après, je pense comme Ben, tu sais, les chirurgiens voient tous les accidents, ça leur refroidit aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ouais, non, mais de ouf. Puis après, moi, j'ai le vertige maintenant.
Et toi, tu as le vertige un peu ou pas? Vite fait. Ça commence à arriver. Bah, vite fait, mais on a fait quand même la gorgette du craponos, quand même, ça. Ça, c'est une belle histoire encore. Hein. Peut-être sur les anecdotes, tu sais, le truc suivant, c'était, et ça peut peut-être être ça justement, c'est si vous aviez la possibilité de revivre une journée de votre enfance, quelle journée choisiriez-vous et pourquoi? Cyprien accroché à la corde pour la gorgette du craponos. Ça, c'était pas notre enfance, mais c'est ça que c'était une belle histoire quand même. Non, je sais pas, ouais, genre journée de notre enfance. Moi, je pense vraiment de façon générale, c'est plus quand on était petit et qu'on habitait à Pont-Saint-Vincent, et ça rejoint un peu à ce qu'on disait au tout début, tu sais, où on jouait au foot tous les 4 ensemble dans le jardin. On était 2 contre 2 et Cyprien, il avait 2 ans. Et tu sais, il était tout petit, donc il pouvait pas vraiment jouer, mais il voulait quand même jouer. Et on le mettait dans la cage. On faisait des petites cages, tu vois, des petites cages, et on faisait genre un grand, un petit, un grand, un petit. Du coup, Doudou, il était avec Val. Moi, j'étais avec toi, ou des fois, on alternait. Et du coup, tu sais, on disait, alors toi, voilà, tu te mets là. Et tu bouges pas. Et on va essayer de te faire la passe. Et je me souviens d'une image où t'avais réussi à mettre un but. Et je te vois là, t'es tout petit. T'imagines, t'as 2 ans. Tu sais à peine marcher. Je te fais la passe. Et tu lances ta petite jambe. C'est énorme. Et ça fait le but. C'est ouf. Ah, c'était ouf. Et du coup, tu vois, peut-être que c'est né de là, mais c'est sûr. T'imagines depuis que je sais marcher. Ça fait 18 ans qu'il fait du foot. Ouais. Donc ça, moi, je pense que c'est vrai que ça fait partie des trucs, ça, c'est... C'est marrant parce que c'est le seul d'entre nous à être tombé, genre, amoureux du foot, ouais, tu vois. C'est vrai. Bah après, maman, elle dirait que c'est parce que, genre, tu sais, comme t'as tes grands frères et tes grandes sœurs, t'as genre Audrey qui avait fait droit, Val qui avait fait médecine, moi qui j'avais fait école de commerce, tu vas essayer un peu de trouver ta place. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'avait pas du tout fait, c'était le sport de haut niveau. Ah ouais. Ouais. Donc, il est allé dans cette direction-là. Bah ouais. Peut-être ça nous arrangerait bien que tu deviennes un vendeur de haut niveau. Ah bah, je peux prendre cette direction-là. Hein. Que tu sois passionné par la vente et par le closing. Ce serait vraiment chouette, ça. Ah ouais. C'est comme sur les podcasts, ça me faisait, je pensais à ça. Genre, la dernière fois, tu sais, je regardais derrière mon écran vos podcasts. Ouais. Après, j'étais derrière une plante dans un coin comme ça à vous regarder. Ah, ouais. Là, je suis devant la caméra. Bientôt, je rejoins la team. Après, il fait des ventes. Après, ça sert le visage d'un truc. Ouais. C'est marrant. Non, mais ouais, c'est le sens de l'histoire, un petit peu. Ouais. Donc, ouais, non, moi, je dirais que ce serait ça, mon souvenir. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, toi, Cypre. Ah ben, moi, forcément, j'y pense en vrai de plus en plus quand même. Ouais. Parce qu'il y a un peu tous les aspects que j'aime bien, tu sais, ce truc un peu vraiment de compétition aussi. Puis ça t'offre quand même un lifestyle de vie pour offrir des choses à ta famille, vivre des super moments ensemble, malgré les efforts et ce que je vois que c'est extrêmement dur. C'est vrai que il a les coulisses. Moi, je sais tout ce qui se passe. C'est vrai. Tout ce qui se passe, mais c'est pas mal, tu vois, parce que ça me fait pas trop de fausses idées, tu vois. Genre, je sais vraiment, ok, si tu veux prendre cette branche-là, bah, en fait, faut faire ça. Ouais. Et toi, de ta perception, tu vois, qu'est-ce que tu trouves qui semble dur, tu vois? Ou qu'est-ce que tu vois de genre ce qu'on fait? Et est-ce que aussi tu vois une évolution entre, bah, c'est vrai que t'as été là au tout début, quand on était en vacances, là, et genre, on était à 0, et maintenant? Bah, en fait, au tout départ, c'était vraiment, genre, j'ai l'impression vraiment, en fait, travailler, mais comme des acharnés, c'était ça vraiment le plus dur. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment, genre, la prise de décision. Ouais. Il est smart, il est bon, celui-ci, hein. C'est pas un petit frère pour rien. Et c'est vraiment, genre, ça va reprendre les bonnes décisions et genre je trouve que c'est ça qui maintenant pour vous a l'air le plus compliqué en fait parce que tu prends des branches vachement différentes en prenant une décision. Ouais. Et tout en étant assez serein, tu vois, tu prends des décisions super grosses, t'es là comme ça en train de manger. En vrai, moi je trouve ça énorme, tu vois. C'est quoi genre par exemple les trucs que t'as en tête? Est-ce que t'as un exemple en tête? De prise de décision. Ouais, je sais pas, pour virer des sales. attention. C'est tellement ça en plus. C'est ça, tu vois. C'est les plus dures. Ouais, genre, qui on prend, qui on garde pas. Tout le temps. Après, des décisions un peu stratégiques et tout, c'est un peu chaud. Mais c'est vrai qu'en day to day, il y a tout le temps ces questions-là qui... En plus t'as une grosse team, je pense plus... Après, c'est pas toi qui gères tout, tu vois, mais... Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est la prise de décision qui est...
Ouais, c'est vrai. Et du coup, le CIP, c'est vrai qu'il voit vachement les coulisses de tous ces trucs-là. C'est vrai parce qu'en plus d'un regard extérieur, quand tu regardes un peu sur YouTube, etc., les réseaux sociaux, tu peux penser que l'entrepreneuriat, c'est que des bons côtés. Forcément, tu sais, tu vois les vidéos de Iman Gadzhi et tout, avec son lifestyle, je sais pas, quand tu vas au lac de Com et tout, tu te dis, mais c'est incroyable. Mais en fait, tu vois pas que c'est, tellement d'efforts et que c'est tellement dur et que c'est quand même pas donné à tout le monde, tu vois. Après, ça dépend les niveaux auxquels tu vas aller, tu vois. Par exemple, nous, quand on était autour des 100K, 200K, on était bien, quoi. En vrai, c'était facile. Je me souviens, Dodo disait tout le temps ça. T'as pas l'impression que c'est facile? C'est énorme. On dit plus ça à 500K. Voilà. C'est pas le même délire. Et puis après, c'est parce qu'on veut progresser, on veut aller plus haut, plus loin, etc., tu vois. Ouais, non, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je me suis dit, t'as pas l'impression que c'est facile. Alors que c'est vrai, quand on était à 200K, tu le disais, tu disais souvent, ça marchait tout seul, presque. Ouais, ça marchait tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme mais après, c'est ça le truc classique, tu sais, c'est genre, si tu veux faire 2 fois plus, c'est pas 2 fois plus compliqué. Toi, c'est genre 10 fois plus compliqué, en fait. Ouais, 100%. Et t'as vraiment genre, tu sais, j'avais vu cette stat, c'était Sam Ovens d'ailleurs qui nous l'avait expliqué, qu'en fait, genre, quand t'as genre, la taille idéale pour une boîte, c'est genre 30 personnes. Ouais. Et en fait, au-delà de 30, si tu veux doubler le chiffre d'affaires de la boîte, t'es pas 30, faut que tu sois 100. Tu vois. Et c'est vrai que là, je trouve, on commence à capter ces trucs-là quand même. 100%. Et du coup, des fois, après, tu captes un peu plus, est-ce que la taille optimale, qu'est-ce que c'est et tout, t'arrives à bien sentir ces trucs-là. Ouais, et puis ça prend du temps, surtout, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est de bouger les choses. Dans Ready Fire M et tout, il explique que, les boîtes qui font genre 10 millions par an, bah, souvent, ça prend genre 7 ans, tu vois, 5 ans, 7 ans. Je trouve que c'est assez dur, j'imagine que ça doit être assez dur, puisque tu dois tester des trucs. Mais d'un autre côté, tu vois, faut garder une bonne base solide et genre, pas tenter non plus, genre, l'impossible. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, tu vois, t'es tout le temps un peu, t'es pas sur le bord, tu vois. Mais tu vois, en vrai, s'il y a des trucs qui se passent mal, bah, tu peux shifter, tu peux la mettre dans le mur, la boîte, hein. Ça peut arriver vite, hein. Ça peut arriver. Mais c'est pour ça que ça arrive très vite. Nous, on avait des histoires où des mecs qui faisaient genre 3 millions par mois. Ils font de la merde avec les ads, avec tout, avec leur team, et genre, ils plantent la boîte en 3 mois, quoi. Alors qu'ils ont mis 4 ans à la faire. C'est con, quand même. Ça arrive trop vite. Ça arrive trop vite. Aussi, tu sais, la gestion de croissance, tu vois. Ouais, la gestion de croissance. Genre, quand tu vas aller trop vite, en fait. Tu sens, en fait, genre, ça, c'est un truc qu'on essaie de vachement mettre en place en ce moment. Tu sais, c'est le truc de Facebook, là. Tu sais, genre, où tu disais, avant, c'était move fast, break things. Maintenant, c'est genre, build strong foundations. Et je trouve que là, on est à fondation solide là, si on veut aller plus loin. Ouais, de fond. Mais non, c'est vrai que c'est pas assez. Et c'est vrai que des fois, quand je repense à ma vie quand j'étais salarié, tu vois, c'est pas une vie vraiment facile non plus. Mais tu disais, j'avais pas les mêmes problèmes quand même. Ouais, et puis surtout quand tu sors du taf, après c'est fini, quoi, ça s'arrête. Ouais, après ça continue, c'est un peu dans ta tête, tu vois, mais c'est pas la même degré, tu vois. Tu fais, j'espère que mon boss il va pas m'engueuler demain, tu vois. Faut que je finisse ce tableau là, tu vois, genre c'est des trucs de merde un peu comme ça. Alors que là, moi, genre, c'est un cadre dans ma tête, quoi. Ouais, moi, même la nuit, genre. c'est ouf, en vrai. Ouais. Donc, bonne analyse. Bonne analyse. J'ai une bonne écoute. Donc, une bonne écoute. Et c'est un peu dans le même thème, mais comment est-ce que vous diriez que votre relation en tant que frère a influencé votre façon de voir le monde, vos interactions avec les autres et vos objectifs personnels? Moi, c'est pris l'observateur, là. Lance-toi le premier, là. Monsieur la bonne écoute. Et toutes les questions dures, on va les mettre à Cyprien en premier. Bah, moi, en vrai. Prends ma place, si prends tu prends ma place ou pas? Ouais, en vrai, je dirais, franchement, l'ambition. Franchement, vouloir toujours aller plus haut, plus fort. Ça vous caractérise beaucoup, je trouve, quand même. Ouais. Forcément, t'es obligé d'avoir des ambitions fortes pour aller loin. Ouais. Et moi, ça casse. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de barrières, tu vois, mentales, mais encore moins avec vous. Et je pense que je dirais ça, ouais, vraiment l'ambition. Ouais, c'est vrai, l'ambition, c'est un bon truc. Ouais. Mais après, tu vois, sur ce truc de barrière alimentante, tu vois, papa nous dire tout le temps, mais te mettre pas de barrière. Mais de ouf. Et tu vois, ça nous a bercé un peu. C'est vrai que c'est marrant, en vrai, hein. C'est sa phrase. Ouais. Faut pas se mettre de barrière. Ouais. Et obligatoirement, ça a dû jouer, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est parce que du coup, en lui, il doit avoir un peu ça aussi. Peut-être que dans une autre vie, il aurait pas été, il aurait fait autre chose, tu vois. Ouais, de fou.
De fou. Et un truc c'est que genre on n'a pas dit qu'il a vachement fait et que les parents ont vachement fait aussi tous les deux, ça me vient maintenant, c'est le sens du sacrifice quand même. Gros truc ça quand même. Hein. Ça je pense que c'était limite le plus gros truc quand même. Ouais, ça carrément. ça c'est sacrifié pour ses enfants quand même là. Hein. Ouais, ça je pense c'est incroyable. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on essaie de rendre autant, mais naturellement, tu vois, sans vouloir le faire. Mais le sens du sacrifice moi, j'avais lu ce livre sur genre comment élever ses enfants un peu, ou genre comment, je sais pas, faire une bonne famille. C'était le titre était assez stylé. Ouais. Et elle disait, elle avait fait une étude comme ça, et c'est à quel point les parents mettent au centre de leur vie leurs enfants. Ouais. Et je pense que s'il y a un truc que tous les deux ils ont fait, c'est incroyable, et de façon incroyablement bien, c'est de se sacrifier. Ouais. Et mettre les enfants à la première place. Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps passer derrière les enfants. Tout le temps. Ce que très peu, ce que peu de parents font en vrai. Ouais. C'est vrai que moi, je suis assez étonné parfois, genre par la réaction des parents de certains de mes amis, tu vois. Je fais attends, waouh, c'est étonnant quand même. Genre nous, c'était tout le temps, tu sais, genre en fait, ils étaient tout le temps avec nous en vrai. Ouais, déjà, c'est tout le temps avec nous. Tu sais, je me souviens même quand genre on était dans l'appart à Lyon, là, ils avaient pris la plus petite chambre, tu vois. Ouais, alors ça, moi, en fait, je pensais que tous les parents faisaient ça, mais en fait, personne fait ça, en fait. Hein. Ah non. Tu sais, en plus, il devait mettre son bureau dedans. Mais oui. Donc, mais pourquoi t'avais eu la meilleure chambre, en vrai? J'étais en prépa, moi. En plus, je leur avais dit, tu vois. Mais même quand t'étais en terminale, t'avais eu la meilleure chambre. Avec le dressing énorme. Et ils s'étaient mis dans la chambre. Nemo. Ouais, mais encore aujourd'hui, tu sais, dans l'appart maintenant, tu sais, ils ont la chambre, t'as l'impression que t'entres dans une cave. T'entres pas dans une chambre, t'entres dans on est au grenier, là, tu vois. Genre, il y a aucune lumière, et nous, ils ont laissé les chambres avec le plus de luminosité. Ouais, c'est vrai que c'est ouf, en vrai. Hein. Ouais, c'est ouf, hein. Là, du coup, c'est vrai, le sens du sacrifice, tu vois, genre, d'emmener Cyprien tout le temps. Ouais, au foot. Ouais, genre d'aller te chercher tous les soirs. Moi aussi, parfois, il allait chercher Cypre et moi, genre. Ah, t'imagines? L'enfer. Et franchement, des parents qui font ça. Ouais, des parents. Surtout quand t'as quelque chose à faire à côté, tu vois. Ouais, en plus. Parce qu'il y avait des parents au foot, mais bon. Je sais pas ce qu'ils faisaient de leur vie, mais. Ils étaient plus contents de venir au foot que voilà, l'enfant. Exactement. Tu vois, c'était vraiment l'activité, alors que papa, il avait beaucoup d'autres choses à faire à côté, et pourtant, il était là, genre. Faudrait qu'on lui demande, genre comment, tu vois, genre sa recette selon lui, tu vas l'entendre de ces mots. Comment tu fais pour élever 5 enfants? Ouais. Ce serait vraiment marrant de voir. Il faudrait faire un podcast papa et maman, genre, tu sais, qui se posent des questions et tout. Tu sais, papa, il ferait demander à votre mère, demander à votre mère. Tu sais que t'as l'impression que c'est naturel chez lui, genre. Ouais, c'est vrai. Donc, non, ça, c'est et puis, il a jamais fait ça sentir comme vraiment une tâche vraiment dure à faire, tu sais, genre, ça a toujours été genre normal. Ça a toujours été vraiment normal. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que tu vois, ça m'étonne aussi, là, souvent, tu sais, dans les thérapeutes qu'on accompagne, ceux qui ont des enfants, pourquoi c'est pas leurs enfants qui le font pour leurs parents? Mais c'est vrai, ouais. Tous les trucs techniques, tous les trucs techniques, tu vois. Durs et tout, tu vois. Tu vois, et ben, en fait, je me dis toujours, c'est peut-être parce que vous avez pas été des parents si top que ça, en vrai. Non, mais c'est vrai. Peut-être. Tu vois, je comprends pas pourquoi moi, tu vois, genre pour notre mère et tout, on l'a fait comme ça, tu vois. Sans jamais qu'elle nous le demande. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je me dis, c'est un petit peu bizarre, ils ont dû foirer un truc, tu vois. Ouais, c'est possible. Pas smart, hein. Ouais. Parce que finalement, en fait, tes enfants, tu passes moins de temps avec eux. Ouais. Tu vois, genre, en gros, tes enfants, tu les élèves de 0 à 20 ans, on va dire. Ouais. Et après, genre, pour le reste de ta vie, en fait, c'est eux qui peuvent plus t'aider que toi, tu les aides. Carrément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils continuent de nous appeler pour les problèmes techniques, quoi. Puis moi, je suis à la maison, du coup, je suis direct en problème technicien. Il y a souvent des problèmes technicien de l'appart. C'est trop marrant. C'est énorme. Ouais, c'est trop marrant. Ah si, il y a une autre question que t'es pas mal, c'est quel rituel, tradition partagez-vous ensemble? Ça, il y a quand même beaucoup le sport. Ouais, je pense que le sport. Ça allait prendre des gagnes. Ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Genre, on passe toutes les vacances ensemble, tu vois. Ah ouais. Toutes les vacances d'été, toute la famille, tout le temps. Toute la famille. Ouais, ça, c'est genre, toute la famille. Ouais. Noël, toute la famille. Tous les cousins, les oncles et tout. Ouais. Et ça, on va voir comment est-ce que ça se modifie après. Comment ça? Après, quand t'es marié et tout, je sais pas comment ça se passe. Moi, j'aimerais trop que ça soit, tu vois, tout le temps. Après, je crois que le secret, c'est avoir l'endroit le plus stylé, en vrai. Genre l'endroit le plus stylé, le chalet incroyable et tout. Tu
tu peux pas trop refuser. Puis avec une famille qui est cool. Ouais, en plus ça. Genre, Cool. Qui est Cool quand même. qui est cool quand même. Ah non, Ouais. si. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les vacances à Bali, les trucs comme ça, bon, ça, ouais, les ça gens, peut ça être- les... Puis même cet été en Corse. Ouais. C'est... Rituel le dimanche, tu vois. En vrai. Ah, c'est vrai. Le repas du dimanche. Ah, Ça c'était vient un peu de bien, notre ça. tradition un peu Repas du catholique. dimanche mais... midi et l'après-midi foot ou basket. Basket. Ah, Bon, c'est pas une bonne journée, hein. Ah, ça, c'était incroyable, ça, en vrai. Hein. Ouais, ça, c'est vrai. Mais des fois, ça me manque, tu vois. C'est Ouais, sûr, en étant à ouais. Dubaï, de pas pouvoir, Ça, c'est le seul truc un peu chiant. ouais, de pas pouvoir aller manger tous les midis, tu prends l'apéro, le repas dominical, quoi. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Avec une petite messe avant. Ah, ça, moi, j'y ai eu droit. Toi, t'y as vous avez goûté, pas, hein. vous avez pas eu ça, non. vous. Nous, on n'a pas trop eu la messe. Ah, hein. attends, nous, on en a mangé, hein. On a mangé de la messe. Tu pourrais y retourner ou pas à faire une petite messe parfois? Mais tu sais qu'à un moment, avec Val, on se chauffait à y aller juste tous les deux. Ouais. le dimanche ouais, soir. ouais. Attends, Mais on a là, un truc. récemment, genre, tu te chaufferais ou pas? Bah, je trouve que c'est pas mal, tu sais, des fois, genre, aller à la messe de Noël, tu vois, je trouve que c'est stylé. Ouais, Il y a un ouais. peu une tradition. Ouais, C'est cool. sympa. Après, je trouve que c'est un peu long quand même. Non, c'est vrai, tu vois. C'est vrai que c'est un Je peu trouve long. c'est un peu Moi, long. en fait, juste aller dans des églises et tout, tu vois, ça, je kiffe de fou, ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une ville pour ça, c'est Rome, quand même. Ah, Rome, ouais. Ah, t'as fait une messe à Rome. Ah non. Non, je suis pas choqué à la messe en latin. Non, à faire, tu sais, toutes les églises de Rome, genre. Oui, oui. Ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, c'est une des villes au monde où il y a le plus d'églises. Et Ouais. les églises sont magnifiques. Et je sais pas, dans les églises, il y a quand même une vibe et tout, tu vois, Ouais, tu poses ton petit cierge, tu mets une petite intention de prière, Ouais. et t'es content, quoi. Non, Et ça met des bonnes vibes. ça, c'est vrai que c'est un gros truc, ça, pas mal. Ouais. Mais non, vous avez échappé, vous avez de la chance, alors, parce que nous, c'était 2 messes par semaine quand même. Hein. Non, Ah, tu si, forces. je te Tu promets. forces Parce qu'on allait au tellement. caté le mercredi. Ah oui, c'est On vrai. allait au caté le Après, mercredi. nous, Caté, on mangé a du bien caté fait, aussi, hein. hein, Et carrément. après, on allait à la messe le dimanche en plus. Putain, en plus, t'es petit, tu comprends rien à ce qui se passe, t'attends, tu vois. J'y allais Ouais, avec Val. c'est vrai. J'y allais avec C'est Val. ça, c'est relou, ça. Avec Val et papa. Maman, elle y avait pas, en vrai. Et Audrey, alors, parce que c'était Audrey. Je sais pas trop pourquoi. Elle disait qu'elle avait mal au ventre, et du coup, après, elle pouvait pas y aller, tu vois. Alors qu'avec Val, on était obligé d'y aller. Mais de quel âge à quel âge? Ah, mais quand on était à Lyon, petit. Donc, primaire, tu vois. Ah oui, primaire, quand Ah, même. Hein. tu vois, à l'époque où t'aimes pas ça. Ah ouais. Mais par contre, j'ai pas trop de souvenirs, on y va tous les 7 ensemble, tu vois. Non, c'est vrai, jamais. À la messe, non, Un peu c'est- trop complexe, je pense, niveau organisation, Ouais, logistique et tout. Un peu Noël, peut-être. Je sais pas. Ouais, Noël, tous on les l'a Noëls. Noël, par contre, ça a été Souvent longtemps une fait. tradition. Ouais. Sauf quand ça nous arrange pas. Mais si, ouais, non, c'était cool, ça. Maman, elle arrive à nous avoir parlé sentiments, ça fait, ça me ferait plaisir. Ah, c'est ça, c'est ça, fait, c'est bon, ok, on va Puis aller. avec la mamie et tout, là, c'est, Ouais. c'est cool, en vrai. Oui. Donc, Ouais, c'est marrant. ouais, non, ça, je pense que ça fait partie des gros trucs. Et puis, ouais, continuer à passer du temps ensemble. C'est marrant parce qu'on s'était dit, on verra combien de temps ça dure. Mais tu C'est vois, vrai. je me souviens quand moi, j'avais 20 ans. Ouais, Toi, ouais. Audrey, elle disait, c'est peut-être le dernier été qu'on passe ensemble. Bah, tu vois, 10 ans après, c'est vrai. 10 ans Mais après, moi, je pense tu que vois. ouais, les étés, je pense que ça s'arrêtera jamais, en vrai. Ouais, Enfin, C'est- tu vois, si on arrive à bien caler, c'est vrai. après là, tu vois, en plus, c'est un upgrade toutes les années, normalement. Ouais, C'est de plus en plus cool. Ah ouais, je pense que ce Donc, serait ça. non, moi, je pense que ça se fait bien. quand Ouais. même. Puis Non. même là, genre, je pense à Londres, du coup, on va tous repartir ensemble, tu vois, par exemple, quand on va aller à Londres. Ah, ça va être stylé, ça. Ouais. Tu vois, donc ça arrive quand même, en fait, hein, quand Ouais. t'es dans une grosse famille. Non, Et que franchement, tu ça, t'entends je pense que ça peut être, si, ouais, c'est vrai que les Noëls, après, faut juste voir, quand tu commences à avoir des femmes et des enfants, Ouais. je pense que c'est ça qui fait la grosse diff, en bien. vrai. Surtout, c'est un peu les femmes, tu sais, les belles filles et tout, ça Ouais. peut mettre la merde. Ah, Moi, normalement, ça va, tu vois. Toi, t'as bien choisi, c'est sûr, c'est validé. C'est sûr, c'est validé. Bah, c'est bon, c'est Ouais, validé, il y aura c'est pas validé. de, Moi, ça ira, moi, ça va y aller. Oui, Audrey, quoi. Bah, non, moi, enfin, franchement, c'est vrai que, moi, je verrais pas comment, mais on sait jamais, hein. Non, Peut-être des fois, les gens, ils peuvent moi, je pense Ouais. pas que je sois facile à retourner la tête. Mais de toute façon, moi, en vrai, si le premier indicateur, ce serait maman. ouais, Ouais. moi, direct. Et moi, tu sais, maman, vraiment, elle me dit, normal, tu vois, elle me dit tout. Et si elle sent un petit truc, tu vois, que ça va pas, Ça, c'est. directement, ça se fera, saute. non. Ouais. Ça, Ouais, c'est- elle me l'a déjà dit, en plus. Ouais. Sur certaines, C'est pas une bonne grande. Moi, elle m'a déjà dit pour toi, quoi. C'est énorme. Ouais, tu fais- Non, mais c'est vrai que c'est, parce qu'elles sont tellement les gens. Ouais, elles sont trop bien. C'est très impressionnant. Je sais pas comment elles. Enfin, Ouais, je sais pas, ça c'est toute la journée, quoi. l'expérience, l'intuition aussi que tu développes, mais Ouais. ouais, en plus avec des tout petits signaux. En- Ouais. Très vite. Première rencontre. Ouais. Elle peut tout te dire. Ouais, Ouais. c'est ouf, en vrai. Donc c'est vrai que si elle est pas validée par la madresse, C'est compliqué. hein. c'est pas très bon signe quand même.
Ouais. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Je crois que j'avais... Peut-être une petite dernière? Allez, vas-y, une petite dernière. Celle du Bernard Pivot, on est trop fatigué pour celle-là. Bah si, on va la lancer à Cyprien. Ah non. Alors, j'ai mis, parce que j'ai mis dans ChatGPT pour avoir des idées de questions, j'avais mis des questions un peu classiques. Et en fait, le switch, parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, Bernard Pivot est mort. Ah, il est mort? Ah ouais, il est décédé. Il est mort quand? Bah, hier. Ah. Il y a 2 jours, tu vois. Okay. Et d'ailleurs, il avait fait un tweet trop marrant quand il était encore vivant. Il avait dit, les journalistes ont tellement l'habitude de m'appeler à la mort d'une personne célèbre que même quand je mourrais, ils faisaient ça avant de m'appeler, tu vois. Il avait vraiment écrit ça, tu vois. C'est stylé, la vibe un peu. La vibe Bernard Pivot, c'est stylé. Mais ça, toi, c'est ton époque? Un peu plus mon époque, mais tu sais, la dictée de Bernard Pivot. Oui, bah ouais, c'est vraiment. Et genre même. C'est un Lyonnais en plus. Ouais, possible, ouais. Bah, j'ai regardé sur Wikipédia tout à l'heure. Et du coup, non, c'est vrai que c'était un super journaliste, tu sais, qui avait un peu la classe de la langue française, des choses comme ça. Et du coup, j'ai dit à ChatGPT, fais-moi ces questions, mais à la Bernard Pivot. Ouais. Toi, genre, quelles questions tu pourrais te poser entre frères et sœurs pour un podcast? À la Bernard Pivot. Ouais. Et du coup, il m'a sorti cette question qui était vraiment pas mal. C'est, si notre relation était une œuvre d'art, quel serait son titre? On pourrait dire, non, si notre relation était une œuvre d'art, quelle serait cette œuvre d'art? Tu vois. Moi, le truc auquel j'ai pensé, en plus, moi, je suis pas très fort en art, quand même. Tu vois, c'est quand même pas mon domaine. Ouais. Mais je pensais à la liberté menant le peuple. De Delacroix. Ouais. Tu vois, parce que je trouve qu'il y a ces trucs de genre, déjà, c'est la liberté, tu vois, c'est une valeur qui est quand même importante, je pense, pour tous les trois. Ouais. Et tu sais, t'as un peu ce truc de guerrier. Ouais. Et aussi de révolution. Ouais, tu vois, parce que quand t'es entrepreneur, tu sors des trucs. Ouais, et du coup, je trouvais que c'était en plus tableau iconique. Donc, je sais pas, celui qui m'est venu en tête, c'était la liberté guidant le peuple. Très, bah voilà. Très bien quand. C'est pas mal, ça. Ouais, j'ai ça, hein. Moi, j'avais en tête la scène. Vous voyez ou pas la scène? Ah, la scène. Mais bon, c'est stylé aussi. C'est stylé. La scène. Ouais. Toi, c'est pris un truc. Non, mais j'ai pas d'idée, là. Pas trop d'idées, hein. Ouais, non, la liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple, c'est pas mal. Du coup, ça nous fait un bon podcast. Ouais. On est arrivé tout au bout. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve dans le prochain épisode.